Simon, bonsoir. Bienvenue à cette soirée d'information pour notre programme d'attestation d'études collégiales en coordination d'événements. Programme dont on est bien fier au Cégep de Saint-Jérôme parce que c'est ici que ça a été conçu il y a maintenant plus de 10 ans. Et maintenant, il y a 5 autres cégeps à travers la province qui offrent ce programme-là. Donc, on est bien content et surtout que cette année, eh bien, on vous présente notre programme mise à jour. Donc, notre programme mise à jour, c'est-à-dire qu'il a été renouvelé, on l'a remis au goût du jour, on l'a, dans nos termes collégiaux, actualisé pour que notre programme reste toujours le plus collé possible aux besoins de la réalité du marché du travail et que donc vous soyez, les étudiants qui vont être diplômés de notre programme vont être le mieux préparés possible pour ces carrières dans le domaine événementiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, à prime abord, une attestation d'études collégiales? C'est un diplôme dont on entend moins parler que les DEC ou que le DES, naturellement, ou que les bacs à l'université, mais qui a quand même son importance et sa valeur. Donc, ce sont des diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation supérieure. Donc, c'est des diplômes qui ont une même valeur collégiale que le DEC. La différence, c'est que ce sont des programmes élaborés pour répondre à des besoins bien précis du marché du travail, alors que les DEC sont faites pour, je dirais, des créneaux un peu plus larges, comme par exemple, justement, la gestion et l'intervention en loisirs, c'est un spectre beaucoup plus large. Le génie mécanique, c'est plus large. Là, naturellement, je ne parle pas des programmes qui sont préuniversitaires, comme les sciences humaines ou les sciences pures. Nous, aux AEC, ce sont des programmes plus courts, donc vous ne passez pas 2 ou 3 ans avec nous. Ce sont des programmes qui, en moyenne, font à peu près 1 an. Dans notre cas ici, c'est un 10 mois d'études. On débute au mois de août et on se termine au mois de juin, donc l'équivalent d'une année académique scolaire normale. Et on se focus, si vous me passez l'expression, sur une profession qui requiert justement des compétences techniques de niveau collégial. Dans ce cas-ci, justement, la profession de coordonnateur, coordonnatrice en événementiel. Ces programmes, je mentionne des programmes d'études supérieures. Pourquoi? Ben parce qu'au collégial, on fait partie du ministère d'études supérieures, donc ça donne un indice sur le niveau de compétence qui est recherché. Donc, ce n'est pas un programme de formation, je dirais, d'exécution. C'est un programme de formation où vous allez apprendre beaucoup de techniques de travail, mais beaucoup d'éléments de réflexion pour savoir justement ce que vous faites, ce que vous pouvez l'expliquer. Donc, beaucoup un retour sur ce qu'on fait et une capacité justement de réflexion qui est un peu la raison d'être des compétences de niveau collégial. Naturellement, ces programmes-là sont plus courts, je l'ai mentionné, intensifs. Il ne faut pas sous-estimer une AEC, ce n'est pas un deck à rabais, ce n'est pas un raccourci. C'est un programme qui a une durée prévue selon le nombre de compétences qu'on doit développer avec vous et sur lesquelles on va travailler de façon temps plein, 2 jours, justement, pendant toute cette période-là. Et donc, c'est un rythme assez élevé. Et naturellement, ben, on demeure axé sur les tâches authentiques de la profession visée. Donc, c'est sûr que si on compare avec des decks, des cours, par exemple, de français, de philosophie, d'anglais, d'éducation physique, ce ne sont pas des cours que vous avez dans un programme d'AEC. Tous les cours sont axés sur la profession, donc sur le domaine événementiel et naturellement le rôle plus précis que peuvent jouer des gens qui sont appelés à faire de la coordination au niveau d'une équipe événementielle. À présent, ça va bien. Donc, une fois que on débutons par la fin, c'est-à-dire que vous vous inscrivez à notre programme et qu'allez-vous avoir récolté, gagné à la sortie, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le profil de sortie. Donc, à quoi vous mène notre programme d'AEC en coordination d'événements? Ben, plus précisément, justement, on vise à rendre les personnes aptes à exercer des fonctions de travail en planification d'événements. Donc, nous, on est au niveau collégial, donc on ne fera pas de vous des directeurs, des directrices événementielles, quoique ça pourrait être une perspective de carrière à plus long terme avec l'expérience. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'aspect technique, donc de pouvoir être la personne qui est en charge de la coordination des différentes équipes qui peuvent œuvrer au sein d'une même organisation événementielle. Donc, quand vous obtenez votre diplôme, ben, vous êtes en mesure de contribuer autant à la programmation d'un événement, à sa planification, à sa logistique et à sa mise en œuvre. Donc, toutes les étapes, vous êtes en mesure d'y collaborer, d'y contribuer et naturellement, ben, de faire ceci auprès de différentes clientèles. Donc, naturellement, on vous prépare à être, je dirais, polyvalent pour pouvoir justement réfléchir des événements qui vont desservir différents besoins de différentes clientèles. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, on le décline en quelques phrases. Donc,
collaborer à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. C'est une phrase, mais qui en dit beaucoup, parce que les ressources humaines, c'est tous les gens, les ressources financières, c'est l'argent, les commandites et tout, et les ressources matérielles, c'est tout ce qu'il faut avoir comme équipement de près ou de loin, de l'entrée à la sortie, en arrière-scène, en avant-scène, pour un événement. On dit bien de collaborer à la gestion, donc l'objectif, c'est de vous rendre apte à assurer une coordination de ces éléments-là. Donc, vous ne serez pas des spécialistes des ressources humaines, ni des spécialistes de la finance, ni des spécialistes des commandes de ressources matérielles et tout, mais vous allez en savoir suffisamment pour être capable de coordonner le tout et de pouvoir vous œuvrer dans ce domaine-là, puis apporter un aide euh, quantifiable là, à une équipe événementielle. Participer à l'organisation d'activités de communication et de promotion. Donc, vous en doutez bien, l'événementiel, il faut promouvoir nos événements, mais il faut savoir bien communiquer. Donc, on a des cours axés là-dessus. Établir des relations harmonieuses avec ses collègues, ses partenaires, assurer le service à la clientèle de qualité. Ici, vous voyez que ce n'est pas collaborer ou participer, c'est d'être capable d'établir. Quand vous avez un rôle de coordination en événementiel, il faut être capable de prendre en charge certains aspects des relations de travail, et donc, que ce soit entre les collègues, les partenaires ou avec la clientèle, vous aurez un rôle important à jouer là-dedans. Si on poursuit, utiliser adéquatement des outils informatiques. Donc, oui, l'informatique est là. Il ne faut pas avoir peur de l'ordinateur. Il ne faut pas avoir peur d'Excel, de Word, de PowerPoint, des logiciels de présentation pour faire de la communication, mais également aussi pour faire des chiffriers et tout. Donc, ce sont les principaux outils que vous allez voir avec nous. Tant mieux si vous les connaissez déjà. Vous allez apprendre à les utiliser dans un contexte événementiel. Intégrer la gestion de risque et la sécurité à ces interventions. Vous allez avoir un cours de secouriste, vous allez avoir également des données sur la gestion de crise, sur la préparation de plans d'urgence. Bref, peu importe l'événement auquel vous allez collaborer, comment se préparer justement à assurer une bonne gestion des risques et de la sécurité des participants et des gens qui y travaillent également. Les impacts environnementaux, sociaux, économiques d'un événement, pouvoir reconnaître également les opportunités d'amélioration. Bref, avoir un regard 360, c'est-à-dire une fois qu'on fait un événement, qu'est-ce qu'on en fait comme post-mortem, quels ont été les impacts, qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration si on a une deuxième mouture à faire l'an prochain ou à carrément repenser l'événement au complet. Donc, quand je disais tantôt qu'il y a un côté réflexif, il y a un côté analytique aux compétences qu'on développe avec vous au niveau collégial, ça en fait partie, ça, d'être capable d'avoir une analyse, comme par exemple les différentes populations, les différentes générations, c'est-à-dire comment répondre aux différents besoins. La société devient de plus en plus éclatée dans différents groupes et sous-groupes de personnes. Comment qu'on les reconnaît, comment qu'on identifie leurs besoins, comment qu'on s'assure de bien répondre à leurs attentes lorsqu'on organise un événement. Ça en fait partie de votre formation tout comme la communication de façon globale, tant à l'oral qu'à l'écrit, d'être professionnel autant dans la façon de le faire que dans la forme, sur le fond que dans la forme, si vous voyez la différence. Donc, quel outil je vais utiliser pour faire la communication, mais comment je vais bâtir mon message aussi. Et de mener votre carrière en développant un esprit d'entreprendre. C'est une façon un peu euh, on voulait parler d'entrepreneurship sans vraiment en parler, parce que ce n'est pas un cours d'entrepreneurship, mais la réalité du travail au niveau de l'événementiel, c'est que ben, il y a des contrats, il y a des travailleurs autonomes. Donc, nous, pour bien vous préparer à bien tirer votre épingle du jeu lorsque vous allez débuter votre carrière en événementiel, eh bien, on s'attarde sur certaines compétences pour que vous puissiez bien mener votre carrière dans je dirais, euh, un processus de travail qui est peut-être différent de ce que vous avez connu par le passé. Si vous avez connu des emplois plus de type 9 à 5, par exemple, au bureau. Naturellement, ça, on était très axé dans le profil de sortie sur des éléments liés aux tâches que vous allez avoir, les responsabilités que vous allez avoir à relever lorsque vous êtes coordinateur ou coordinatrice d'événements. Ceci dit, vous le savez, hein, l'adage veut qu'on soit engagé pour ses compétences et remercié pour, s'il y en a qui veulent compléter la phrase, là, on est engagé pour nos compétences, puis on est remercié pour quoi d'habitude? Son sourire? Non, non. Ah, mauvaise réponse. Personne ne se lance? C'est correct, c'est correct. Je ne vois pas de main levée. Y a-t-il une main levée à quelque part? Non. Il y en a un qui a Alors, essayé d'oser, mais il a choqué. fait que le dicton veut qu'on soit engagé pour nos compétences, puis remercié pour notre manque d'attitude, nos mauvaises attitudes, donc notre manque de savoir-être.
Et donc, on s'attarde aux attitudes professionnelles dans notre programme, des attitudes que vous allez devoir démontrer parce qu'ils sont attendus un peu dans notre, on va dire, mini-code de vie dans nos groupes étudiants. Donc, naturellement, la capacité à travailler en équipe, c'est un incontournable. Tout se fait en équipe dans le domaine événementiel. Le sens de l'organisation, on peut très bien comprendre pourquoi quand on vise un emploi lié à la coordination d'événements de plusieurs équipes. Vous avez vu la liste des tâches, donc il faut avoir son sens d'organisation. Additionner de l'autonomie, de la débrouillardise, de l'initiative. On les a mis ensemble, eux autres, pour vraiment circonscrire la prise d'action que vous devez être en mesure de prendre. La capacité d'adaptation, parce qu'il faut être capable de, si vous passez encore l'expression, se retourner, se revirer sur un dixaine, comme on dit en bon québécois. Donc, être capable de s'adapter à toutes différentes situations, différents mandats, demandes de clients et autres. Et naturellement, l'ouverture d'esprit. C'est un gage de succès d'être toujours ouvert aux nouvelles idées et ne pas rester campé nécessairement sur des positions. Ça facilite beaucoup les éléments SEO. Donc, ces attitudes professionnelles-là vont, je dirais, transpirer dans le programme. Vous allez les vivre naturellement dans le cadre de la classe, mais également dans les événements auxquels vous allez participer à titre étudiant, dans les projets que vous allez avoir justement à monter. Et il y a un regard qui est porté là-dessus. Vous êtes en somme évalué sur ces savoir-être-là, ces attitudes professionnelles-là, pour que nous, on puisse s'assurer effectivement que lorsqu'on vous remet votre diplôme à la fin, vous n'êtes pas juste compétent au niveau des tâches, mais vous savez avoir la bonne attitude pour bien faire votre bout de chemin dans le domaine de l'événementiel. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce qui a été mentionné? C'était vraiment juste je dirais, l'image globale là, du profil de sortie. Si on rentre de façon plus précise, c'est à ce moment-là que pour la première fois, je vais céder la parole à mon collègue Joël pour parler des perspectives professionnelles. En somme, une fois que ça s'est dit, ouais, mais ça mène à quoi comme emploi notre programme ou le rôle d'un coordonnateur, coordonnatrice d'événements? Joël, à toi, j'ai premièrement la liste de postes et ma prochaine diapositive, c'est le nom, le type d'employeur. Ah, cool. Ben, je commencerai peut-être en vous parlant de mon expérience professionnelle. Je pense que ça va peut-être ouvrir les discussions par la suite. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine événementiel. Et la première chose que j'ai envie de vous dire et que vous puissiez savoir, c'est que l'événementiel, il y en a partout. Donc, que ce soit des petits événements, des moins grands événements ou des très grands événements, vous avez assurément assisté à un événement dans la dernière année. Fait qu'on pourra en parler ensemble tantôt. Mais donc, dans chaque milieu, il y a un événement qui se passe par année. Des fois, il y en a plusieurs. Des fois, il y en a. Fait que tu travailles dans le domaine sportif, que tu travailles dans le domaine culturel, que tu travailles dans le domaine communautaire ou encore des grands festivals à Montréal. À chaque fois que tu vas quelque part, il y a un événement. Fait qu'un anniversaire, c'est un événement. Un shower de bébé, c'est un événement. Un événement sportif, c'est un événement. Une game de hockey au Centre Bell, c'est un événement. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que justement, les perspectives professionnelles, ils sont en fait illimitées. Et c'est un peu la beauté de notre domaine de travail, c'est que tu travailles dans une ville, il y a des événements, il y a la Saint-Jean-Baptiste. Que tu travailles dans le domaine sportif, ben, il y a des tournois. Que tu travailles dans le domaine culturel, ben, il y a des spectacles à gérer. Et ce qui est le fun, c'est que durant le parcours, les étudiants, en fait, ont la chance de découvrir dans quel domaine ils souhaitent expérimenter ou développer leur expérience. C'est un peu notre rôle, nous, en fait, nous, les enseignants, d'orienter les gens vers une certaine ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui vous intéresse aussi, en fait. Je vous parlais de mon expérience professionnelle. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'animation, puis travaillé beaucoup dans le domaine sportif. J'ai travaillé beaucoup dans les grands festivals d'été à Montréal aussi. J'ai travaillé dans le domaine privé corporatif également. Je pense qu'il n'y a pas un domaine de travail que je n'ai pas essayé. Et si tu as la bougeotte dans la vie, si tu as la misère à rester sur ta chaise comme moi présentement, c'est peut-être pour toi, ce domaine-là. Fait que si tu as besoin de bouger, si tu as besoin d'avoir une expérience de travail diversifiée qui change de semaine, de mois, d'année en année, c'est un domaine qui est merveilleux pour ça, en fait. Donc, en termes de perspective professionnelle, Eric disait tantôt que ça peut mener assurément à un poste de direction, définitivement. On a plusieurs de nos anciens étudiants qui travaillent à la direction dans le Vieux-Port de Montréal. On a des gens qui travaillent comme directrice à la programmation chez Spectra. Donc, on a des gens qui, au fur et à mesure des années, ont monté les échelons. Donc, dans l'entreprise où ils ont eu la chance soit de faire leur stage ou d'être engagés après leur AEC. Donc, c'est un diplôme qui, heureusement, est de plus en plus reconnu.
Donc, dans le domaine de l'événementiel, on n'a assurément pas du tout de problème à trouver des milieux de stage. Les gens nous appellent pour avoir nos étudiants dans leur milieu. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous, en fait. Donc, on peut faire quoi dans le domaine événementiel? On peut être coordonnateur d'événements. On peut être comme la liste qui est à l'écran, effectivement, mais ça dépend de ce que tu as envie de faire. Fait que si c'est le domaine plus sportif qui t'intéresse, ton titre de coordonnateur d'événements va se transformer en coordonnateur logistique sportif. Donc, il n'y a pas une appellation spécifique en lien avec notre rôle. Notre titre va changer, va évoluer en fonction du domaine dans lequel vous allez avoir la chance de travailler. Fait que moi, j'ai été régisseur dans une ville, j'ai été coordonnateur sportif dans une fédération sportive, j'ai participé à différents conseils d'administration dans le domaine événementiel également. Donc, les possibilités, en fait, sont illimitées. Tu peux switcher de PowerPoint. Cool! Comme je disais tantôt, si je peux faire un parallèle avec les stages dans lesquels les étudiants sont actuellement, presque toute la liste que vous avez à l'écran, on a des stagiaires. Fait qu'on a actuellement une stagiaire qui s'appelle Lola qui est en train de faire son stage à Las Vegas. Quand même pas pire. Pour quelqu'un qui a fait un AEC, un programme court de 10 mois, ça s'enligne pas pire. Pour sa vie, on a 2 étudiants qui travaillent dans une salle de spectacle. On a une étudiante qui travaille, qui fait son stage à la ville de Blainville actuellement, puis qui va gérer les événements, donc de la fête nationale avec les gens de la ville de Blainville. Donc, on a des étudiants qui sont dans le domaine du plein air. Donc, on a une étudiante qui est dans un centre communautaire également. Donc, vous voyez que les milieux de stage sont très, très diversifiés, puis c'est exactement ce que c'est notre domaine. Donc, les possibilités sont vraiment illimitées, en fait. Il faut juste voir qu'est-ce que ça vous tente de faire, qu'est-ce qui vous intéresse, dans quel domaine vous avez déjà de l'expérience, puis qu'est-ce que vous souhaitez développer davantage comme expérience. Puis par la suite, comme Eric vous en a parlé, la grille de cours, elle est très, très étoffée. Elle est très, très intense. On va dire les vraies affaires. Fait que 10 mois, la seule pause que vous avez, c'est à Noël. Là, tu pleures, puis là, tu manges tes émotions. Tu dis à ta conjointe que c'est la meilleure ou la pire décision de ta vie. C'est là que tu revois tes enfants aussi, parce que les premiers 4 mois, tu ne les vois pas. Pour certains, ça peut être un avantage, d'autres moins. Vous verrez ça de votre bord. Puis là, l'autre moitié, ce qui est le fun. On part des cours tout de suite, Eric, ou je suis en train de scraper ton PowerPoint C'est bien pas tout là? de suite les cours, non, c'est pas tout de suite la grille de cours. OK, ta gueule. Là, Excellent. pour l'instant, c'est la présentation de ton humour. Alors, vous Parfait. voyez Excellent. qu'avec Joël, Cool. Joël est quand même représentatif. Quand vous voyez le bagage, tous les enseignants avec qui on fait affaire à l'AEC en coordination d'événements ont justement un bagage professionnel en événementiel. Pas tous de 25 ans, mais tout le monde a au moins une dizaine et plus d'années en événementiel comme tel et ont touché à différentes sphères. Donc, ça vous permet, avec les différents enseignants et enseignantes, d'avoir différentes couleurs. Et moi, ce que je trouve fantastique dans l'équipe d'enseignants avec laquelle je travaille pour ce programme-là, c'est qu'ils sont tellement généreux, non seulement de leur expérience, mais des gens qui le connaissent, des contacts, des supports, de vous offrir des leviers. Donc, quand justement vous voyez au contact des profs que là, votre parcours se précise, c'est-à-dire que vous savez vers où vous souhaitez aller, vous savez quelle place vous aimeriez prendre en événementiel, vous avez un des enseignants qui connaît quelqu'un de près ou de loin, puis qui peut justement vous référer pour un stage ou autre. Ce qui n'empêche pas le fait qu'on veut vous faire vos propres démarches aussi, parce que c'est bien beau d'être référé par quelqu'un, mais c'est quand vous présentez à une personne que le lien de confiance se fait et qu'à ce moment-là, vous commencez à travailler à faire votre place au soleil. Chose certaine, les enseignants sont toujours là pour vous épauler. On a une phrase qu'on aime bien au cégep, c'est aide-toi et le cégep t'aidera. Donc, à partir du moment qu'on voit des étudiants qui sont engagés dans leur programme, puis qui sont là justement parce que c'est vraiment une nouvelle perspective de carrière qu'ils veulent se donner. C'est la raison d'être des AEC. Principalement, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est des programmes qu'on disait auparavant aux adultes. Maintenant, on appelle ça la formation continue. Mais dans les classes, ça débute dans la jeune vingtaine et ça va jusqu'à dans la soixantaine parfois, là, justement. Donc, on a des gens de tout âge qui viennent justement profiter de notre programme. Pourquoi? Justement parce que c'est un véritable tremplin vers
vers une carrière dans le domaine de l'événementiel. Naturellement, je dirais intense, comme le dit Joël, mais courte. On parle de 10 mois, donc c'est un investissement d'1 an à peu près. Donc, quand même, ça se fait quand même relativement bien, même si c'est un effort. Il ne faut pas sous-estimer l'effort d'un retour à l'école. Ce n'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup de courage pour prendre cette décision-là. Mais également, ben, c'est quand même peu dispendieux. Ça, je le garde pour la fin, mais comme c'est un programme subventionné, un programme crédité subventionné par le ministère de l'Éducation, ben, c'est clair que vous allez voir qu'une formation comme ça, dans un institut privé comme Trebas, dans d'autres domaines ou autres, ben, vous coûterait plusieurs milliers de dollars, alors que là, bien, c'est la joie de payer des impôts à chaque année qui vous permet d'avoir un programme collégial subventionné. Donc, si on reprend de façon plus précise, je vous disais que moi, c'était la logistique. Donc, après les, les- les belles envolées de Joël au niveau des perspectives professionnelles dans le monde événementiel, qui sont très bonnes. Non, non, tu fais des belles envolées, tu parles avec passion, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, parce que justement, tu le vis. Moi, j'en parlerai pas avec la même passion parce que je ne suis pas du monde événementiel, mais à les côtoyer, je vois que c'est un monde qui est rempli de plaisir, de gros travail, mais qui toujours mène vers un plaisir au terme d'un événement, d'une belle réalisation. Plus précisément, ben, c'est un programme de 900 heures sur 10 mois. Donc, il y a un stage en milieu de travail à la fin, mais tout au cours du programme, il y a des sorties, il y a des visites d'événements, mais il y a un stage à proprement dit. Vous allez jouer un rôle dans une équipe. On le garde pour la fin, c'est vraiment le tremplin. On se veut que votre milieu de stage à la fin soit éventuellement votre premier milieu d'emploi. C'est un temps plein de jours, 5 jours par semaine. Les cours au collégial sont entre 8 heures et 18 heures. Ceci dit, on est conscient qu'on est dans une formation continue, donc aux adultes. Donc, vous avez sûrement des responsabilités parfois parentales, parfois professionnelles ou autres. Donc, je vous dirais que de débuter des cours à 8 heures, ça arrive. Mais de terminer à 18 heures, c'est plutôt rare, sauf si vous avez une journée où vous collaborer à un événement. Là, naturellement, on se plie à l'horaire de l'événement. Mais normalement, lorsque ce sont des cours ou des ateliers en classe, on tente de se limiter à 4 heures, 4 heures et demie, donc 4h10 ou 5 heures tout plus pour les heures du collégial, parce qu'on sait fort bien que ben, il y en a qui ont peut-être d'autres responsabilités en fin de journée. Quand je disais financièrement accessible, donc vous allez le voir à la fin, mais tout est partout, là, je pense que c'est un programme qui vous coûte à peu près 1000 dollars au final. Et bien, naturellement, les enseignants sont issus. La grande majorité, parce qu'on a quand même des disciplines contributives, donc des disciplines qui ne sont pas axées directement sur le monde de l'événementiel, mais qui contribuent, comme par exemple l'informatique ou encore la gestion financière. Mais même dans ces programmes-là, parfois, on a la bonne surprise d'avoir des enseignants, des enseignantes qui ont travaillé en événementiel aussi. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui s'y connaît pas tellement loin. Un exemple de l'horaire. Voici à quoi peut ressembler un horaire de l'AEC comme tel. En fond, ce qu'on vous présente, c'est comment je pourrais dire ça, une simulation de l'horaire des 2 premières semaines. C'est pas dit que ça va être ça, mais c'est pour vous montrer un peu le mécanisme d'horaire qu'on a. Donc, comme vous voyez, c'est quand même bien rempli dans la semaine. Il y a peu de périodes où il n'y a rien. En fait, les seules périodes où vous n'avez pas officiellement de cours, ce sont les périodes identifiées travaux pratiques. Or, les plus, je dirais, observateurs et observatrices du groupe auront remarqué que, on vous mentionne juste, oh, attendez un peu, il y a quelqu'un que je dois réadmettre. On vous mentionne que vous devez demeurer disponible dans les périodes de travaux pratiques. En fait, ce qui arrive, c'est que nous, lorsqu'on vous donne vos cours, vous allez recevoir vos horaires 2 semaines à peu près avant le début de vos cours. On établit les horaires en fonction de la disponibilité des locaux et des disponibilités des différents enseignants. Et on essaie à chaque semaine de vous donner 2 demi-journées où vous n'aurez pas de cours, mais que vous aurez sans doute des choses à faire. Donc, soit des travaux d'équipe, soit des lectures, soit de l'étude. Donc, c'est pour ça qu'on marque travaux pratiques. Ceci dit, on se doit de vous donner l'ensemble des heures du programme. Donc, si Joël qui donne le cours, par exemple, ah là, il n'est pas identifié, c'est juste marqué propre. Bon, mettons que Joël vous donne le cours d'introduction à l'industrie événementielle ici et qu'il est absent parce qu'il est malade cette journée-là. Bien, nous, ce n'est pas juste qu'on enlève le cours de l'horaire, il faut le replacer dans l'horaire pour que vous ayez toutes les 900 heures prévues au programme. Et à ce moment-là, on utilise les périodes de travaux pratiques. Donc, c'est pour ça que pour les périodes de travaux pratiques, c'est un jeu dangereux si vous prévoyez autre chose dans ces périodes-là, parce que ça pourrait vous faire manquer un cours si on a des changements à faire à l'horaire. Heureusement, ce n'est pas chose si commune que ça. On tente d'avoir des horaires le plus stables possible, mais quand quelqu'un, un enseignant est malade ou qu'il y a une urgence familiale, malheureusement, ben, on se doit de faire ces modifications-là. Ce qui me permet de vous dire que, dans le fond, ben, comme vous voyez, on fonctionne
par module, c'est-à-dire que vous avez une série de cours que vous allez suivre de façon simultanée. C'est un peu comme des mini-sessions. On appelle ça des modules. Vous allez voir tantôt quand je vais présenter la grille de cours complet. À ce point-ci, c'était simplement pour vous montrer un peu comme on essaie justement des fois de débuter à 8h55. Là, c'est peut-être petit pour vous les heures, là, mais ici, c'est vers 9h. Puis on tente de pas trop souvent aller vers 18h le soir comme tel. Et donc, chacun des cours est attribué à un ou des enseignants. Donc, vous avez sur votre horaire l'heure de début, le titre du cours, le nom de votre enseignant et naturellement, là, ça n'apparaît pas là, mais le local, naturellement, auquel se déroule le cours. Et la plupart de nos cours se déroulent au pavillon principal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà le cégep de Saint-Jérôme pour y avoir été dans une autre vie ou d'avoir déjà visité, accompagné vos enfants ou autres. Donc, la bâtisse principale, principalement sur la rue Fournier du Palais, c'est là que se situent nos cours. Quoiqu'on a parfois certains cours qui peuvent se donner dans un pavillon qui est un peu décentré, qui est plus vers le centre-ville. S'il y en a qui connaissent, par exemple, mon Dieu, qu'est-ce que je voudrais comme point de repère, le restaurant Neuron et Papilles, le restaurant Soléo, qui est sur la rue Saint-Georges. On a une bâtisse qui est juste à côté, au deuxième étage, où il y a des salles de classe pour l'ensemble du cégep. Donc, il est possible également que vous ayez à suivre des cours dans ce petit pavillon-là. Comme vous voyez, on a nos fériés. Donc, Joël disait qu'on a une période d'arrêt pendant l'horaire. C'est vrai, c'est pendant la période des fêtes, mais on a quand même le droit à nos fériés. Donc, le lundi de la fête du travail est férié. Ceci dit, comme vous voyez, je vous avoue que dans la simulation d'horaire, c'est ambitieux de penser avoir un férié et 2 périodes de travaux pratiques la même semaine. C'est peut-être possible, mais habituellement, quand on a une journée fériée, on a besoin des 4 autres jours, effectivement, pour combler les cours. Des fois, on peut vous donner une demi-journée de travaux pratiques. Donc, tout ça pour dire que, vous le constatez, c'est du temps plein de jour. Donc, quand je disais tantôt qu'il ne fallait pas sous-estimer l'implication, l'effort que ça prend de s'engager et le niveau d'engagement, eh bien, c'est l'équivalent d'un emploi à temps plein. Donc, pour ceux et celles qui doivent continuer à travailler pendant leurs études, ce n'est pas impossible, mais c'est faisons attention. Donc, moi, dans mon rôle, justement, de conseiller pédagogique et d'aide pédagogique, je suis là, entre autres, pour ça, pour discuter avec vous, à savoir si vous avez des enjeux d'horaire, si vous avez des enjeux que vous n'y arrivez pas parce que vous devez travailler, il faut qu'on se parle à ce moment-là pour trouver une solution. On veut que personne frappe un mur pour être surmené. Donc, dans un monde idéal, vous êtes en mesure de vous libérer complètement pour ne pouvoir vous concentrer que sur vos études. Bien entendu, c'est dans un monde idéal, donc dans le monde des réels, si vous devez travailler. Je vous dirais que les gens qui travaillent une vingtaine d'heures par semaine, la plupart du temps, s'en sortent très bien, réussissent à bien. Naturellement, ça prend une bonne gestion du temps entre le travail, les études et la famille, souvent. Ceux qui travaillent à temps plein, donc travail temps plein plus études à temps plein, c'est plus compliqué. Donc, moi, je vous encourage, si vous voyez que dans votre situation, vous allez devoir maintenir un nombre d'heures de travail quand même assez élevé, dès que, dans le fond, vous recevez votre confirmation d'admission ou encore même avant de faire une demande, n'hésitez pas à me contacter. À la fin de la séance, je vais donner mes coordonnées. Donc, vous pourrez me contacter à ce moment-là pour qu'on puisse en discuter parce qu'il y a des options possibles, comme par exemple faire son parcours sur 2 ans, sur 2 cohortes différentes. Pour moi, de discuter avec votre employeur pour trouver des solutions, justement, pour vous libérer le plus possible. Donc, ça fait partie de mon rôle. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci sur la façon dont est bâti l'horaire d'un programme AEC, plus précisément du programme d'AEC en coordination d'événements? Vous pouvez ouvrir votre micro ou lever la main. Non. Très bien. Donc, prochaine diapo, c'est la grille de cours. Donc, c'est en plein là, Joël, où je te recède la parole pour que tu puisses naviguer à travers les étudiants, à travers chronologiquement l'expérience de programme qu'ils vont vivre en s'inscrivant. Bon, excellent. Alors, comme Eric vous a expliqué, en fait, le programme d'AEC en coordination d'événements se fait en fait en 4 modules. Donc, le module numéro 1 est plus tranquille pour vous permettre d'assimiler le rythme. Donc, habituellement, dans ce module-là, pardon, moi, j'ai l'habitude de donner le cours de communication professionnelle et travail d'équipe, où l'aspect communication, en fait, dans le domaine événementiel est en fait l'aspect le plus important, selon moi. Donc, d'avoir la chance de bien communiquer avec les gens, de bien s'exprimer, ça inclut un petit peu de service à clientèle également. Et
plus les modules vont avancer, plus les cours vont en fait être plus corsés, mais aussi beaucoup plus axés sur le travail terrain. Donc, le module 1 est plus théorique, on va dire ça comme ça. Et plus on avance, module 2, module 3, jusqu'au module 4. Donc, le module 4, c'est en fait la réalisation de l'événement et il y a la portion stage également qui se fait. Et donc, plus on avance, donc dans le module 1, donc il y a plusieurs cours donc, en lien avec la communication, un cours en lien avec donc introduction au niveau du monde de l'événementiel. Donc, pour vous expliquer en fait l'ensemble des possibilités, l'ensemble des domaines dans lesquels on peut aller travailler quand on est organisateur d'événements. Puis, il y a un cours de gestion informatique aussi, donné par notre ami Serge, qui est souvent très apprécié. Fait que si jamais vous avez, si jamais la gestion informatique, c'est pas quelque chose avec lequel vous avez de la facilité, mais vous allez pouvoir vraiment vous remettre à niveau avec ce cours-là. Donc, dans le module 2, il y a un nouveau cours, en fait, cette année, donc avec la nouvelle mouture qui s'appelle Gestion de carrière en événementiel. C'est drôle parce que je suis en train moi-même de monter le programme, de monter ce cours-là. Donc, je vais pouvoir vous en parler en détail un petit peu plus tard. Il n'est pas fini. Il y a dans le module 2 également le laboratoire. Donc, le laboratoire, en fait, qui consiste essentiellement à être des visites. Donc, cette année, on a eu la chance de faire des visites dans plein de domaines différents. Donc, on est allé visiter une entreprise qui s'appelle Néo Montréal, qui est un endroit à Montréal où, en fait, il y a du coworking. On est allé visiter le centre d'innovation donc des véhicules électriques qui est à Saint-Jérôme. On est allé visiter le Norbert, qui est une auberge événementielle à caractère plus mariage, des choses comme ça, donc dans les Laurentides. Donc, on est allé visiter la salle de Gilles Vigneault aussi, donc à Saint-Jérôme, qui est tout juste à côté de nos locaux. Donc, on essaie de cibler des visites qui ont pour but d'éveiller les passions, on va dire ça comme ça. Donc, pour vous ouvrir à ce qui existe dans le domaine événementiel. Donc, on est allé dans le domaine de l'hôtellerie, on est allé dans le domaine des salles de spectacle, on est allé aussi dans le plus hors norme un peu avec le centre d'innovation. Donc, puis tout au long du parcours des étudiants, donc du module 1 au module 3, comme je vous disais tantôt, moi, j'organise puis je participe à différents événements. Puis la plupart du temps, quand je sais que je vais aller sur un événement, j'invite mes étudiants. Donc, on nous invite beaucoup à faire des bénévolats avec nous, les professeurs. Donc, puis comme Éric le disait tantôt, chaque professeur a en fait sa propre expérience professionnelle. Donc, moi, je suis plus dans le domaine de l'animation, du plein air, dans le domaine des congrès aussi. Donc, c'est le genre d'événement auquel moi, je participe ou on m'invite à travailler pour ce genre d'événement-là. Fait que souvent, j'ai vraiment l'habitude d'amener mes étudiants, de leur montrer. Donc, c'est quoi? Donc, du module 1 au module 4, cette année, on a participé à, je pense, une dizaine d'événements avant même de réaliser notre propre événement à nous. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir la chance de voir c'est quoi un événement, voir c'est quoi les composantes d'un événement, puis ça vous permet d'associer ce que vous voyez sur le terrain en fonction de ce que vous allez voir dans les cours aussi. Je voulais vous parler des cours qui sont plus gestion, parce qu'on a des cours, on peut dire, j'ai-tu toi dire gestion, Eric? Je me suis T'es-tu, perdu dans le cours. t'es-tu rendu au module 3? Ouais, là, on s'est rendu au module 3. Peut-être, si tu permets, avant d'arriver au module 3, peut-être enchérir un peu ce que tu as mentionné. Vous voyez que même quand les cours sont plus théoriques, comme le disait Joël, ils sont toujours illustrés par des situations authentiques que les profs amènent. Fait que ce qui est le fun, c'est que même la théorie, elle est imagée. Vous savez, des fois, quand on suit un programme de formation, puis on se dit, mon Dieu, on a l'impression des fois que les enseignants sont peut-être un peu déconnectés, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché du travail. C'est tout l'inverse là, dans ce programme-là. Ce sont des profs qui ont encore les deux pieds dedans, puis qui viennent justement enseigner. C'est plutôt l'inverse, là. C'est des gens qui viennent enseigner après leur carrière en événementiel. Donc, ça fait des cours très vivants, même si des fois, on est en classe pour voir certaines théories. Je voulais juste rajouter de l'information. Tu as parlé de l'informatique, Joël, puis je voulais expliquer ici le premier cours que vous voyez qui est marqué AFR numérique. Dans le fond, AFR, c'est dans notre jargon collégial. C'est simplement pour mentionner qu'on a une activité qu'on pourrait dire de mise à niveau informatique. Si l'ordinateur n'est pas votre outil de prédilection, vous avez besoin d'aide ce soir pour vous connecter et tout, il y a un premier 15 heures. Vous voyez ici la durée ici de ça. Donc, ce n'est pas tellement long, parce que vous remarquez que les cours sont souvent des 60, 45, 60 heures, même un peu plus quand vous allez plus loin dans le programme. Donc, un petit 15 heures qui a vraiment pour but de mettre les gens qui auraient de la difficulté en informatique au même niveau, en tout cas un niveau de débutant suffisant
Pour pouvoir bien vivre son cours d'informatique de gestion, là, le premier. Ce qu'on remarque souvent, c'est quand il y a des niveaux différents d'informatique dans un même groupe, ben, il y en a pour qui ça va pas assez vite dans le groupe, puis il y en a pour qui ça va trop vite dans le groupe, il y a ceux du milieu qui suivent un peu. Donc, on a créé, quand je vous disais que notre programme avait été amélioré, ben, on a créé cette année, effectivement, cette activité-là de 15 heures où tout le monde sera inscrit, mais c'est clairement pas tout le monde dans le programme qui va en avoir besoin. Si vous maîtrisez déjà assez aisément ce que je vous ai mentionné tantôt, boîte de courriel, Word, tout ça. Probablement que cette mise à niveau-là ne sera pas utile pour vous, mais vous pourriez vous trouver à aider quelqu'un dans votre programme, par exemple, puis à ce moment-là, créer une dynamique de groupe intéressante, quelqu'un qui va peut-être vous aider dans un autre cours plus tard, pour justement s'assurer que quand on débute vraiment les cours d'informatique, tout le monde est au même niveau. L'autre aspect que je voulais mentionner avant de te laisser la parole, Joël, c'était quand je parlais de mini-sessions. Vous avez vu que le module, ici, le module 1, débute le 28 août, mais se termine le 10 novembre. Donc, les étudiants du Cégep, eux, débutent au mois d'août et terminent à Noël pour leur première session. Nous, c'est raccourci. C'est un 10-11 semaines plutôt qu'un 15 semaines habituel d'une session. Il n'y en demeure pas moins que vous vivez l'équivalent d'une session dans ce 10 à 11 semaines-là. C'est-à-dire que vous suivez ces cours-là de front, ensemble, en même temps, dans l'horaire, et vous allez avoir des examens, des travaux à remettre, et donc un phénomène de fin de session, de fin de module, qui va se situer sans doute fin octobre, début novembre, où là, ben, les travaux sont à remettre, il y a des examens, il y a de l'étude, avant d'avoir une fin de semaine entre le 10 et le 13 pour vous reposer, et de débuter la semaine du 13, le deuxième module. Donc, quand on disait que c'était intense, ça, c'est un exemple du côté intense. C'est-à-dire qu'une fois que vous terminez un module, il n'y a pas de pause. On commence tout de suite l'autre module, vous débutez d'autres cours. Naturellement, vous voyez que le module 2, qui débute au mois de novembre et qui se termine au mois de février, va être marqué par la pause du temps des fêtes, dont Joël a parlé tantôt, question de prendre son respire, de retrouver un semblant de vie. On fait des blagues, mais c'est vrai qu'après un automne, avoir fait un module et quelques semaines d'un autre module, le congé du temps des fêtes va être bien apprécié avant de repartir au mois de janvier pour aller compléter le module 2. Et encore une fois, quand arrive la fin janvier, début février, encore un phénomène de fin de session, dans le fond. C'est sûr que, bon, vous n'avez pas 7-8 cours qui se terminent de front comme les étudiants dans des decks. C'est 4-5 cours qui se terminent à peu près en même temps. Mais quand même, c'est quand même un élément qu'on doit mentionner parce qu'encore une fois, ben, le métier d'étudiant, quand vous revenez au collège, il faut réapprendre le métier d'étudiant, c'est-à-dire se garder du temps pour faire nos lectures, se garder du temps pour étudier, mais aussi prévoir qu'on va avoir un rush de fin de session, parce que ça existe tout le temps. Il y a toujours des. Quand les cours se terminent en même temps, attendez-vous à avoir plus d'un examen dans une semaine et des travaux à remettre. On tente d'être OK, là, on tente d'être. Non, il ne prend pas plaisir là, à vous remplir vos fins de module. On tente d'échelonner ça sur peut-être les 2 dernières semaines du module. Mais parfois, ça n'empêche pas quand même que c'est un peu plus, comment je peux dire ça, quand on parle d'intense, ben là, la fin du module est encore plus intense. Donc, une fois que le module 2 est terminé, ben oui, on passe au module 3 où on traite plus. Tu me disais si tu peux dire le mot gestion, Joël. Ben, on peut dire le mot gestion, mais dans la mesure où vous êtes appelé à contribuer à ces gestions-là. Comme je disais tantôt, vous voyez les titres de cours du module 3 ici, là, mais ce n'est pas ici que vous allez devenir des spécialistes de la promo, des spécialistes de la finance ou des ressources matérielles. Comme ici, ce n'est pas ici que vous allez être des spécialistes en ressources humaines, mais vous allez pouvoir vous débrouiller. Avant de te voler davantage dans tes phrases, je te laisse la parole, Joël. J'ai pas rien à dire, tu as tout dit. Je te remercie beaucoup. On peut tous quitter. Non, non, ben en fait, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, euh, je pense que la chose la plus importante par rapport à un AEC, c'est que en fonction de ce que vous avez fait comme travail avant, en fonction du domaine dans lequel vous avez travaillé, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'acquis que vous allez pouvoir réutiliser pour les appliquer dans les cours. Fait que, quand je parlais de cours de gestion, ben, le cours de ressources humaines, le cours de ressources financières, le cours de ressources matérielles, ben, si tu as travaillé dans une business et tu as géré des inventaires, ben, tu ne seras pas perdu. Là. Tu vas savoir vers où tu t'en vas quand tu vas faire le cours de ressources matérielles. Même chose si tu as géré des gens dans ta vie, ben, quand tu vas faire le cours de ressources humaines, ben, tu vas savoir où tu t'en vas. Là. Il y a des choses que tu vas connaître, des choses que tu vas être capable d'appliquer avec beaucoup de facilité. Donc, même chose par rapport au cours de ressources financières qui est donné par une collègue dans un autre département, ben, c'est sûr qu'un événement, ça inclut tout ça. Fait que ça inclut de planifier un budget, ça inclut de
gérer, de planifier du personnel, puis ça inclut de gérer du matériel puis du stock. Fait qu'un un événement, c'est essentiellement basé sur ces trois pôles-là. Fait que, puis la manière de bien mettre tout ça dans le même gâteau, ben ça va être en fait au module 4, où là, on vient tout juste, nous, de réaliser notre événement, donc le 11 mai passé, qui s'appelait Alice in the Wonder World, qui s'est passé donc à la Petite Grenouille à Saint-Jérôme. Donc, on a eu tout près de 170 personnes qui sont venues faire l'événement avec nous, qui a été un grand succès. On est vraiment super contents. On est en train justement de gérer le montant qu'on va donner à l'organisme avec lequel on est associé, qui s'appelle le Phoenix. Donc, pour la plupart du temps, en fait, depuis que l'AEC existe, donc nous, on réalise un événement, puis les profits qui sont générés, on les donne à un organisme donc, de la grande région de Saint-Jérôme. Donc, c'est un peu la nature même de l'événement qu'on organise. Puis, d'année en année, moi, j'ai géré 4 ou 5 fois la portion événementielle, donc la réalisation de l'événement final de l'AEC. Puis, c'est des événements qui sont très, très différents les uns des autres. Donc, on a géré des soirées festives, on a géré la fête de la famille à la ville de Saint-Jérôme. Donc, en fonction de ce que les étudiants souhaitent organiser comme événement final, c'est les étudiants qui décident quel type d'événement qu'on va mettre en place, en fait. Puis là, il y a le stage, comme je vous disais tantôt. Donc, au cours des 10 dernières années, bon, vous comprendrez qu'on a accumulé à peu près 150 milieux de stages différents. Et comme disait Eric tantôt, ben, ce qui est important, c'est que vos profs, eux, ont un réseau de contacts qui est quand même assez hallucinant dans nos domaines de spécialisation propres. Donc, fait que tu veux être que tu souhaites aller travailler dans le domaine sportif, dans le domaine du plein air, dans le domaine. On a une étudiante qui fait son stage dans une compagnie de traiteurs actuellement. Donc, elle, c'est l'aspect restauration qui l'intéressait beaucoup, Bétidan. Fait on a trouvé, en participant à un événement, notamment, ben, on a trouvé 3 milieux de stage en participant donc, à l'événement qui s'appelle Momentum, qui est un événement de corporatif privé à Laval. Donc, chaque possibilité, donc dans chaque événement dans lequel on vous amène, bien, ça vous permet de rencontrer des gens. Ça vous permet de rencontrer des gens que nous, on connaît. Fait que ça vous ouvre des portes quand même assez facilement. Donc, le domaine événementiel, un des principes de base, c'est que c'est des gens qui travaillent avec des gens. Fait que, si tu es moindrement facile d'accès, ben, nous, en tant que professeur, on va avoir la facilité aussi à te présenter à des gens qui sont dans notre réseau de contact. Puis, par conséquent, oui, tu as trouvé un stage, mais peut-être tu as trouvé une job aussi. Là. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Fait que la grille, elle est nouvelle. Si tu as approuvé ça, Eric? C'est comme Oui, canin, tout à fait, comme tout à fait. on Oui, l'a, c'est c'est nous notre autres. nouvelle OK, grille, tout à fait approuvée. Mais merci, Joël. Ce qui excellent. est intéressant, la particularité du module 4, quand on vous parlait que pour les 3 premiers modules, ben, vous suivez l'ensemble des cours de front en même temps, le module 4, lui, se fait en 2 temps. C'est-à-dire que quand vous débutez le module 4, vous commencez à travailler en équipe à l'organisation et la réalisation d'un événement. Donc, au terme de toutes les compétences que vous avez développées dans les 3 premiers modules, vous pouvez, comme disait Joël, ben, agir concrètement, c'est-à-dire on part de vos idées avec le nombre d'étudiants qu'il y a dans le groupe et vous devenez une mini-boîte de production événementielle encadrée par un enseignant ou une enseignante et vous bâtissez de toutes pièces l'événement comme tel que vous souhaitez mettre sur pied. Joël en a mentionné quelques-uns, j'ai des petites photos tantôt, je vais vous les montrer. Et puis une fois que l'événement est terminé, ben là, à ce moment-là, vous partez pour votre stage final qui est le dernier tremplin vers votre emploi. La préparation, votre recherche de stage se fait cependant préalablement à ça. Donc, parfois même, les gens, lorsqu'on arrive vers la fin du module 3, vous commencez à avoir une bonne idée de où est-ce que vous aimeriez faire votre stage. Vous pouvez déjà en parler avec vos enseignants pour profiter de leur réseau de contact. Puis à ce moment-là, c'est souvent là qu'on commence à donner les documents aux étudiants pour que vous puissiez faire votre démarche pour vous trouver un milieu de stage. Donc, malgré toute l'aide que peuvent vous offrir les enseignants au niveau des contacts, au niveau de pistes de recherche, ça demeure vous qui êtes responsable de faire votre propre recherche de milieu de stage, donc de vous présenter, d'aller trouver le milieu que vous souhaiteriez, de faire remplir les documentations qui doivent être faites pour que un des enseignants puisse approuver votre milieu de stage. On souhaite s'assurer que vous viviez un bon stage, donc que vous ayez un bon encadrement. Donc, pour ça, il faut savoir qu'est-ce que le milieu de stage veut vous faire faire comme tâche, quel type d'événements vous allez collaborer, quel sera votre rôle et surtout, quel sera l'encadrement dont vous allez bénéficier.
parce que lorsque vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas un employé. Ce sont des stages non rémunérés. Ça pourrait changer dans l'historique parce qu'ils discutent de plus en plus d'avoir des stages rémunérés au niveau collégial. Ce n'est pas encore chose faite. Ceci dit, la plupart des milieux de stage sont bons joueurs et vont avoir une forme ou une autre de reconnaissance pour vous. Des fois, c'est des petits montants de bourse d'études. Des fois, ils se rattrapent s'ils vous engagent par après. Nous, on n'exige rien des milieux de stage. Donc, les milieux pourraient tout simplement vous accueillir. Puis à la fin, ben, merci beaucoup de votre collaboration. Ceci dit, ben, on souhaite que vous trouviez un milieu de stage qui soit qui agisse en termes de prolongement pour votre départ dans cette carrière-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous met en charge de le trouver pour que vous trouviez quelque chose à votre image, mais qui soit quand même approuvé par l'enseignant qui est responsable. Au niveau de l'horaire, vous remarquez peut-être qu'il y a parfois des petits PA ici avec des sigles. Si vous avez reconnu peut-être, pour ceux qui ont observé, ce sont les sigles de cours. Ça, c'est ce qu'on appelle des préalables. Et là, c'est dans mon rôle d'aide pédagogique que je vous donne cette information-là. Naturellement, un programme collégial nécessite la réussite de l'ensemble des cours pour que vous obteniez votre diplôme. Lorsqu'il y a un cours qui n'est pas réussi, il n'y a pas de reprise de l'examen. Il faut reprendre le cours au complet. Donc, pour ceux qui ont de l'expérience, par exemple, dans des DEP, vous pouvez faire des reprises d'examen. Ce n'est pas le cas au niveau collégial. Et ça, c'est important à savoir parce que si le cours va plus ou moins bien, euh, moi, je vous dis, ne tentez pas la chance de dire, ah ben, je vais essayer l'examen, puis si ça ne marche pas, ben, je reprendrai l'examen tout au plus. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Il va falloir vous réinscrire l'année suivante avec une autre cohorte ou sinon aller suivre le cours dans un autre cégep qui l'offre, par exemple. Mais on est le seul dans la région des Laurentides, des 3L, on pourrait dire, la Val-de-Nodière. Donc, tout ça pour vous dire que à partir du moment que vous suivez un cours et que vous sentez que, hop, vous avez peut-être des difficultés de compréhension, vous avez peut-être des difficultés avec la matière, ne pas hésiter de tout de suite lever la main, lever le drapeau, d'aller voir votre enseignant ou votre enseignante. Ce sont les meilleures personnes placées pour justement vous aider avec la matière. Ceci dit, si vous voulez savoir, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si jamais je ne réussis pas ce cours-là, ben, vous avez un indice. Donc, le numéro de votre cours va être mentionné en dessous d'un autre cours s'il est le préalable. Donc, le module 1, vous remarquez qu'il n'y en a pas, ni le module 2, et c'est voulu. On ne veut pas que dès le premier ou le deuxième module, quand vous réapprenez le métier étudiant et vous vous adaptez à ce défi-là que vous avez choisi justement de vous inscrire dans ce programme-là, ben, il n'y a pas d'enjeu entre le module 1 et le module 2. Vous allez pouvoir être inscrit à tous les cours, même s'il y a des échecs. Mais à partir du module 3, vous voyez que pour être en planification d'événements, ben, il faut avoir réussi le cours 391 AJY, qui est le cours de communication et de profession. Donc, si vous avez de la difficulté dans le cours de communication, puis vous avez des craintes par rapport à votre note finale, la note de passage est de 60 soit dit en passant. Donc, ben, c'est le moment d'aller voir votre enseignant pour dire, oups, il faut que je comprenne mieux, parce que ça pourrait avoir un impact sur votre inscription à un cours subséquent. Donc, ça, je vous donne l'information. Vous pourrez décortiquer un peu plus cette grille de cours-là. D'ailleurs, la grille de cours, telle que vous la voyez là, elle vous est transmise au moment justement du début des cours. Donc, c'est une information que vous avez tout le temps avec vous pour pouvoir gérer votre parcours. Et moi, en tant qu'aide pédagogique, c'est mon rôle de vous aider à y voir clair puis de gérer votre parcours à travers vos avancées au niveau des différents modules. Est-ce qu'il y a des questions sur la grille de cours de façon globale? Tout va bien? Tout est bien clair? Moi, je trouve que c'est une Parfait. très belle grille. On en est très fiers de la grille, effectivement. On y a apporté des améliorations au niveau de l'enchaînement des cours, justement pour s'assurer que l'aspect pratique demeure présent. Et naturellement, ben, le cours de laboratoire dont Joël a parlé justement en disant le nombre, justement d'avoir fait une dizaine d'événements tout au cours du parcours, bon, ben, on s'est doté de moyens pour pouvoir vous sortir le plus souvent possible. Et quand je dis vous sortir, c'est-à-dire que les consignes qu'on donne aux enseignants qui ont chacun de ces cours-là, souvent, c'est ben, faites au moins une sortie, faites au moins, allez voir un événement, une situation authentique événementielle. Donc, à force d'en faire dans chacun des cours, ben, à ce moment-là, ça vous donne vraiment un bel aperçu du monde de l'événementiel, un tour d'horizon pour vous permettre de faire des choix éclairés lorsque vient le temps peut-être d'aller vers plus un domaine en particulier. Ceci dit, Joël l'a parlé, au terme de l'expérience, hein, vous allez sans doute travailler. Si vous êtes pour travailler 10-15 ans en événementiel, ben, vous allez faire différents milieux, différents types d'examens. Mais il est toujours bon de savoir qu'est-ce qui nous interpelle le plus au début, puis savoir où commencer.
Je mentionnais que j'avais des photos, donc voici quelques photos de nos cohortes passées. Donc, vous allez être officiellement la 12e cohorte de notre programme de coordination d'événements. Donc, première cohorte. Donc, vous avez les premières cohortes. Donc, effectivement, si on regarde un peu leur réalisation à la fin, la première cohorte avait fait une activité 5 à 7 avec, sous le thème de la croisière. La deuxième cohorte avait fait une soirée bavaroise dans un restaurant ici à Saint-Jérôme. La troisième cohorte, participation à la journée de la famille de Saint-Jérôme. La quatrième cohorte avait organisé, là, tu peux m'aider, Joël, la quatrième. La cinquième, je sais que c'était un party Génération 90. Ah, la quatrième, c'est la journée Ultimatum, l'espèce de kermesse qui avait été organisée, des jeux familiaux, justement. Ici, la C'est cinquième l'inverse. cohorte. Ah, c'est l'inverse. La quatrième, c'est La quatrième, Génération c'est 90, puis exact. cinquième La journée cinquième, c'est Ultimatum. yes. Parfait. Sixième cohorte, soirée d'humour. Septième cohorte, soirée vin fromage. Huitième cohorte, c'est la cohorte qui a vécu la pandémie. Donc, la huitième cohorte, malheureusement, n'a pas pu faire d'événement parce qu'on est tombé en plein dans la période pandémique. Donc, chacun a dû imaginer un événement en soi. Il a fallu se réinventer un peu pour cette cohorte-là. Et là, je manque de photos pour les prochaines cohortes. Dans le fond, la neuvième cohorte a participé. La neuvième cohorte a été annulée étant donné qu'on était là, si eux autres, là, on était vraiment dans l'année pandémique où là, il n'y a pas eu de programme en coordination d'événements. L'événementiel a été moins affecté que la restauration dans l'après-coup de la pandémie, mais pendant la pandémie, ben, de la même façon, trouver un restaurant ouvert, c'était trouver un événement, c'était des événements en ligne, il fallait se réinventer. Donc, on l'a rajouté quand même, cette dynamique-là, à notre programme de parler des événements en ligne. Mais force est de constater que l'événement présentiel est revenu très, très fort. Donc, le chasser le naturel, il revient au galop. La 10e cohorte a participé à une activité du Cégep, qui est la journée de reconnaissance, la journée plein air pour les employés du Cégep. Et Joël a parlé de la 11e cohorte qui termine, ils sont présentement en stage et qui ont fait la soirée justement de type, comment on appelle ça, un type party de fin de session, un peu la soirée festive là, à la petite grenouille là, avec le thème d'Alice au Pays des Merveilles, donc un peu d'extraordinaire puis de fluorescent dans cette soirée haute en couleurs. Je t'ai envoyé des photos par courriel, je mets ça de t'amuser après. Ben, Tantôt. attends un peu, je suis capable. Tantôt. Ouais, peut-être à la fin. Je vais regarder ça à la fin parce que là, si je joue avec ma présentation, je risque de vous perdre. Je vais continuer. Ça va chier en gros. Je fais pas ça. Donc, continuons maintenant. Donc là, l'idée, dans le fond, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas de vous mettre des lunettes roses, pas d'être défaitiste, c'est de vous donner l'heure juste sur la réalité du marché du travail. Donc, entre autres, peut-être ça, tu prends en parler tantôt, mais de la réalité des différents postes, que je l'ai mentionné vite, vite, entre que si vous souhaitez du 9 à 5, c'est peut-être pas le domaine qui va répondre à vos besoins, quoi qu'il y en a des journées de 9 à 5, mais de façon C'est globale, ça. vous doutez bien 90 que de notre temps, c'est du 9 à 5. Là. mais Mhm. quand arrive le temps des événements, ben là, ça demande justement un peu plus d'engagement de temps, parce que ce sont de longues journées et tout. Donc, l'idée, c'est de vous donner vraiment la réalité. Et parmi cette réalité-là, c'est ben, quelles sont les conditions d'admission. Donc, les conditions d'admission pour notre programme, c'est un programme qu'on dit de formation initiale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un diplôme en particulier préalable, si ce n'est que le diplôme d'études secondaires 5 ou encore l'équivalent. Alors, l'équivalent, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une attestation d'équivalence de niveau secondaire pour ceux qui ont fait le fameux test AENS ou le TENS. Ça peut être un diplôme d'études professionnelles. Vous avez un DEP sans avoir le diplôme d'études secondaires 5, ça peut être admissible. Comme vous voyez, l'important, c'est que vous ayez 6 unités, 6 crédits de français secondaire 5. On est un sujet francophone. Le français, même si vous n'avez pas de cours de français, le français est toujours évalué dans chacun de vos cours. Et donc, on doit s'assurer pour que vous puissiez avoir du succès et avoir de la réussite dans chacun de vos cours, ben, que vous puissiez remettre des travaux écrits dans un français acceptable. Donc, pour ça, le premier gage, c'est que vous ayez quand même vos crédits de français secondaire 5. Si vous avez un DEP et que vous ne les avez pas, à ce moment-là, moi, je le vois lorsque je fais votre admission. Ça peut être une admission conditionnelle à ce moment-là pour vous donner le temps de le faire, parce que vous pouvez à ce moment-là aller chercher les crédits de secondaire 5 dans un centre de formation pour adultes. Ici à Saint-Jérôme, pas tellement loin du cégep, il y a le centre marchand qui s'occupe d'offrir ces services-là. Donc, moi, je peux faire une admission conditionnelle et on s'entend sur le temps que vous allez avoir besoin pour faire vos crédits secondaires 5. Et si vous maintenez le cap, à ce moment-là, on va pouvoir maintenir votre inscription.
Ou sinon, ben, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une formation jugée suffisante. Donc, si par exemple, vous avez fait vos études à l'extérieur du Québec, ben, il y a des façons d'obtenir une équivalence, c'est-à-dire de vos études, que ce soit par le ministère de l'Immigration, le MIDI, ou encore par le SRAM. Moi, si vous êtes des gens issus de l'immigration, je vous conseille le ministère de l'Immigration. Sans doute que vous avez déjà un suivi avec eux et c'est eux qui offrent le service le plus complet là, pour justement évaluer vos études hors Québec et vous émettre un document qui, moi, va pouvoir me dire que vous allez pouvoir déposer avec votre demande d'admission et qui, moi, va me dire, bon, ben, avec vos études de tel ou tel pays, ben, à ce moment-là, c'est quoi l'équivalent au niveau québécois? Et si ça correspond à un niveau secondaire 5, ben, je vais pouvoir vous admettre sans problème au programme. Est-ce que ça va pour les conditions d'admission? Ouais. Oui, je vois qu'il y a une question, oui. Allez-y, c'est Vanessa. Vous allez devoir ouvrir votre micro, Vanessa, pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonjour, excusez. Pas de problème. Quelle est votre Dans le fond, question? c'est ça. Ben, moi, j'ai un TENS, puis j'ai un DEP en transport, mais là, j'ai pas trop compris. Est-ce que ça me prend les 6 unités de français quand même? Parce que j'ai comme un secondaire 3 en français. Dans le fond, j'ai pas. Non. À partir du moment que vous avez fait le TENS, puis que ça vous donne l'attestation d'équivalence, donc vous avez l'AENS, le document AENS, c'est réputé être Le équivalent à un TENS, ouais. secondaire 5. Ben, il est complété, votre TENS? Ouais, il est complété. J'ai Vous avez reçu reçu par les la poste. résultats, vous avez reçu l'attestation qui reconnaît comme quoi vous avez complété le test. Moi, c'est cette Oui. attestation-là dont je vais avoir besoin. Et avec cette attestation-là, vous n'avez pas besoin de me présenter 6 crédits de secondaire 5. L'attestation suffit en soi. Ah, ben, parfait. Je suis contente. C'est une bonne nouvelle. Oui, dans le fond, c'est de s'assurer, nous, dans le fond, que vous avez ce qu'on. Nous, dans le fond, on est financé par étudiants qui fréquentent le cégep. Mais naturellement, ben, si on se mettait à admettre toute personne qui n'a pas les critères d'admission juste pour avoir des subventions de plus, ben, ça se saurait. Donc, il y a des vérifications qui sont faites au niveau du ministère. Et j'ai aussi, naturellement, ben, un professionnalisme à respecter. Donc, moi, l'important, c'est que vous respectiez les conditions d'admission de base. À partir de ce moment-là, vous êtes inscrit. Ce n'est pas un programme contingenté jusqu'à présent. Normalement, on a une classe complète de disponible une fois par année, donc on parle d'une trentaine d'étudiants. C'est rare qu'on se rend une trentaine d'étudiants. On essaie plus autour de 25, 26. Les dernières années, avec la pandémie, ça a été plus difficile. La cohorte actuelle termine avec 12 étudiants. Mais on s'attend effectivement, comme tout le monde, Joël, à une hausse, de part qu'on a un nouveau programme, mais de part aussi le fait qu'on le voit, là, que le monde événementiel a vraiment repris son élan et qu'il y a il y a des besoins importants dans le réseau parce que si les événements reviennent, ce ne sont pas tous les travailleurs de l'événementiel qui sont revenus à l'événementiel aussi. Il y en a qui ont profité de la pandémie pour se découvrir d'autres talents, d'autres vocations et qui ne sont pas revenus travailler. Donc, il y a un besoin important. C'est ce que les employeurs nous ont mentionné. Lorsqu'on a contacté les employeurs pour remettre notre programme à jour, tout le monde disait qu'ils s'attendaient à une hausse des embauches dans les prochaines années dans le domaine événementiel. Le besoin est là, la population en veut davantage, la population est de plus en plus nombreuse, de plus en plus, je dirais, bigarrée, donc des gens différents, des différentes orientations, différentes communautés culturelles. Donc, l'emploi est là, naturellement. Il y a de la place au soleil pour tout le monde qui veut et qui démontre les bonnes compétences, mais aussi, il faut le souligner, la bonne attitude. Donc, ça, c'est sûr. C'est un milieu quand même tissé serré. Tu me corrigeras là, si je m'avance, mais le monde se connaît dans le milieu événementiel. Donc, quand vous faites un bon travail sur un événement, c'est pas long que votre nom circule pour vous référer à une autre personne pour pouvoir vous utiliser. À l'inverse, si malheureusement vous démontrez peu de travail d'équipe, bref, peu d'initiative, bref, c'est pas tout à fait concluant comme apport, ça va se discuter aussi, puis peut-être que vous allez attendre un peu plus longtemps que le téléphone sonne. Donc, ça, on vous y prépare à ça. Autre condition d'admission, ben, ça ici, dans le fond, quand je dis c'est aux adultes, toutes les phrases que vous avez, c'est donc pour tout simplement souligner le fait que quelqu'un qui termine son secondaire 5 ne peut pas s'inscrire tout de suite à une AEC. Tout simplement. Donc, les AEC, c'est à la base de la formation pour adultes. Donc, c'est souvent des gens qui ont eu un arrêt dans leur parcours d'études, soit qui ont terminé le secondaire 5, qui ont fait autre chose comme tel. Mais pour ceux, dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est que les jeunes de 16-17 ans qui terminent leur secondaire 5, au moment où on termine notre secondaire 5 habituellement dans la vie, ne peuvent pas s'inscrire directement à une AEC. Ces jeunes-là doivent s'inscrire à un DEC où il y a des cours de français, de philo. Donc, ces cours-là, justement, qui forment, on pourrait dire, les citoyens de demain. Nous, nos programmes AEC, étant donné qu'on fait affaire à une population adulte, vous êtes des gens qui avaient souvent déjà
eu une carrière pendant nombre d'années, vous avez œuvré, donc c'est pas vous qu'on va justement remontrer à être citoyen. Vous êtes citoyen à part entière, donc on se concentre à ce moment-là sur les compétences visées par la profession. Je vous parlais des coûts. C'est ici. Attendez un peu que je regarde. Je voulais voir s'il y a personne qui a levé la main. Non, tout est beau. Je vous parlais des coûts. Donc, voici un peu les coûts. Ah, avant que je passe aux coûts, je vois Vanessa. Vous relevez la main. Allez-y. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est que en ce moment, moi, je suis justement au centre Le Pilier, là, au Carrefour. Mhm. Euh, mais dans le fond, c'est parce que l'objectif au départ, c'était de finir mon 5 pour faire le deck en loisir, mais j'ai comme Ouais. réussi mon tennis. Puis finalement, j'ai vu qu'il y avait ce cours-là. Fait que bon, fait que là, vu que moi, tu sais, dans le fond, je terminerais l'école, là, puis après ça, je commencerai l'AEC, tu sais. Fait que est-ce que moi, je vais être pénalisée parce que Ben, ça il dépend. faut Si vous avoir voyez ce qui est interviewé. inscrit à l'écran, c'est de savoir est-ce qu'à un certain moment donné dans votre parcours au niveau secondaire, vous avez une interruption des études. Donc, est-ce que dans le fond, vous avez arrêté vos études secondaires pendant un certain temps pour travailler et là, vous y revenez pour compléter votre secondaire 5 et pour vous inscrire au collégial? Ouais, c'est ça, c'était à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, J'ai parce été que, comme au moins 10 ans, tu sais, j'ai pas été, tu sais, j'ai lâché l'école, j'ai et fait mon voilà. DEP comme bon. Là, je te retourne parce que je voulais faire le deck, mais finalement, je trouvais que ça allait être trop long puis tout ça. Fait que j'ai décidé de faire ce cours-là à la place qui ressemble beaucoup au deck loisir, dans le fond. Non, ben dans le Puis c'est fond, ça. ben, je vais vous répondre en deux temps. Donc, premièrement, oui, vous appelez pouvoir être admissible, c'est-à-dire que le fait que vous terminiez vous venez de terminer votre TENS ne sera pas un blocage parce que, effectivement, vous avez dans votre parcours académique, à un certain moment donné, interrompu vos études temps plein pour au Ouais, moins c'est ça. 2 sessions consécutives ou une année scolaire. Il y en a puis quand on dit études temps plein ici, ce sont des études secondaires parce qu'on dit, vous auriez pu, il y en a qui sont inscrits au cégep, par exemple, qui s'inscrivent au cégep pendant 1 an ou 2, puis après ça, ils font un changement de programme, puis ils viennent dans une AEC. C'est possible. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'une jeune personne, justement, évite le DEC en prenant les AEC. Les programmes AEC, comme je l'ai mentionné tantôt, ce sont des programmes courts, intensifs, dirigés vers une profession. Lorsqu'on est dans le parcours habituel du cégep qui suit le secondaire quand on est en âge, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans notre processus, bien, naturellement, on se doit d'avoir une formation plus complète au collégial. Tandis que nous, lorsqu'on traite avec la population adulte, bien, on peut focuser sur la profession qui est l'objectif du programme. Et à ce moment-là, le reste, on le laisse de côté. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de OK. problème. Fait que Oui, allez-y. oui, ben, je fais que dans le fond, je vais être admissible quand même si en ce moment, je suis aux adultes, tu sais. C'est juste que Oui, tout à fait. là, dans le fond, je m'avance quand même dans où ce que je suis rendue en secondaire 3, là, mais je veux dire, l'objectif, c'est de partir l'AEC au mois d'août, là. Ben, le fait Fait d'avoir que c'est ça. complété le TENS vous qualifie. Ce qui est différent du DEC, vous avez remarqué qu'au DEC, pour vous inscrire au DEC, il faut compléter votre secondaire 5 au complet. Donc, ça, c'est une nuance importante parce que, pourquoi est-ce qu'on accepte le TENS, nous, au niveau secondaire? Ben, c'est justement pour des gens comme vous, justement, qui avez eu un parcours au niveau secondaire, mais qui vous l'avez arrêté, vous avez travaillé pendant nombre d'années. Bon, ben, de façon à pouvoir plus rapidement vous permettre de suivre un programme de niveau collégial, ben, on s'assure que la base est là, et c'est ce que le TENS démontre. Le TENS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le test d'équivalence de niveau secondaire. Donc, un test de façon très générale, plusieurs questions à répondre qui nous démontrent si une personne comme vous, Vanessa, ben, avait les acquis minimaux nécessaires. Naturellement, pour un DEC, étant donné que dans un DEC, vous allez avoir des cours de littérature, vous allez avoir des cours de philosophie, vous allez avoir des cours beaucoup plus, je dirais, de type de formation générale plutôt que de formation spécifique à un emploi. Bien là, il faut s'assurer que l'ensemble des compétences de niveau secondaire sont acquises. Ce qui me permet de faire une différence, parce que oui, c'est vrai qu'il y a une certaine parenté entre notre AEC en coordination d'événements et le DEC en technique de gestion et intervention loisirs, mais il y a quand même de grandes différences. En ce sens que puis c'est pour ça que Joël me posait la question tantôt, est-ce qu'on peut parler de gestion? Parce qu'au DEC, c'est 3 ans, on vous prépare à devenir des gestionnaires dans le domaine du loisir. Donc, le champ de profession est plus large parce que le domaine du loisir est beaucoup plus large que le domaine de l'événementiel. Le domaine de l'événementiel peut faire partie du loisir, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, nous, dans le domaine événementiel, dans notre AEC en coordination d'événements, il y a plein de sphères du loisir qu'on ne touchera pas. On va vraiment toujours être axé sur le contexte
événementiel. Et c'est pour ça que parfois, il y a des étudiants qui, en faisant notre programme, se rendent compte qu'ils veulent voir plus large et que ça peut être un tremplin pour vous inscrire au DEC par la suite ou en cours de parcours. Ça, c'est possible. Ça, c'est également mon rôle à moi. Si vous voyez que l'événementiel, c'est bien, mais que vous aimeriez voir plus large, à ce moment-là, on en parle et puis je peux voir comment vous faire bifurquer vers le DEC ou de compléter l'AEC pour ensuite, justement, aller faire le DEC par la suite. Mais il y a quand même une différence entre les deux. Nous, on ne fera pas de vous des gestionnaires. Les compétences de gestion, on fait attention. C'est pour ça qu'on parlait souvent de collaboration, ressources financières, de participation, parce qu'on ne vous prépare pas à être des responsables de la gestion. Comme disait Joël, avec votre expérience de travail, vous pouvez le devenir au fur et à mesure que vous travaillez dans le domaine événementiel. Mais ce qu'on annonce au milieu de stage qui vont vous accueillir, c'est qu'on a développé avec vous des compétences propres à être le niveau technique, le soutien technique à un événementiel. C'est le rôle souvent d'un coordonnateur, coordonnatrice, donc un peu la personne terrain qui va s'assurer que tout roule bien justement dans les différentes équipes ou qui peut avoir un rôle plus attitré à une sphère, par exemple, humaine ou matérielle par rapport à un événement. Ça répond à votre question, Vanessa. La nuance entre les deux est bien bonne pour le programme DEC versus l'AEC. Oui, c'est ça, c'est parfait. Moi, je suis intéressée là, à faire l'AEC. C'est juste parce que ça me stressait, là, comme je vous dis, vu que j'étais en ce moment, tu sais, dans le fond, c'est juste que tu sais, je reste là en attendant. Je veux dire, tu sais, si ça commence au mois d'août, tu sais, je m'avance quand même dans mon secondaire, là, mais Oui, je veux tout à fait. dire, Ça, je vous je encourage à pensais que continuer au maximum, parce que c'est sûr qu'un c'est ça. secondaire 5 va toujours être aidant. Ceci dit, avec ce que vous m'avez donné comme information, vous pourrez faire votre demande d'admission à l'AEC sans tarder, là, il n'y a pas de problème. Vous avez si vous avez avec le TENS, là, j'ai les documents nécessaires pour vous admettre. Parfait, S'il merci. y en a d'autres, naturellement, qui ont des questions sur leur situation personnelle par rapport à l'admission, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Sinon, ben, vous pourrez m'écrire également suite à la rencontre si vous voulez justement en parler seul à seul plutôt que dans le groupe. Je reviens à ma diapositive concernant les coûts. Donc, vous l'avez vu. Donc, je parlais d'environ 1 000 $. Dernier calcul, on est rendu à 980, naturellement, pour certaines taxes. Mais là, on parle de 2 sessions. Je pense que oui. C'est bien ça. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. A23, A23, H24. Oui, 2 sessions. Tout à fait. On a bien fait notre travail, Joël. On a réduit les coûts pour vous éviter une 3e session, parce que c'est quand même 185 $ de frais de scolarité par session. Donc, vous allez avoir 2 fois ce montant-là à débourser. Le 30 $ d'admission, c'est déjà pour votre demande au SRAM. Ça, ce n'est pas au cégep. Ça va être directement au SRAM que vous allez le faire. Des frais pour la certification de premiers soins. Une certification quand même poussée. C'est premiers soins en région éloignée. On ne sait jamais où va se retrouver votre événement. Si vous faites une foire agricole très, très loin dans un champ, l'ambulance va prendre du temps à arriver. Donc, vous devez avoir les connaissances pour pouvoir gérer une situation d'urgence sur une plus longue période. Les différents volumes, les sorties sur le terrain. Vous avez vu les sorties, donc, ça soit de l'essence, ça soit du transport en commun. Il y a des coûts reliés on l'évalue à peu près 400 $ et un petit 50 $ d'activités diverses. Donc, grosso modo, à peu près 1 000 $ à débourser de votre poche pour justement ce programme-là. Je vois qu'il y a une question de la part de Farah. Vous avez la parole, Farah. Oui, bonjour. La, Bonjour. la question que j'ai, l'inscription se fait comment? L'inscription, j'y arrive, c'est dans mes diapositives subséquentes qui s'en viennent. Je vous donne un peu toutes les indications par rapport au site. Ça se fait en ligne. C'est une admission en ligne, donc vous allez pouvoir déposer vos documents en mode PDF. Donc, j'y arrive dans quelques minutes. OK, parfait. J'avais également une main levée de la part de Lydia. Bonjour, moi, c'est Bonjour. que pour les certifications de premiers soins, moi, j'en ai un qui finit en juillet 2023. Est-ce que je suis obligée quand même de le faire? Est-ce que c'est la certification de secouriste en région éloignée de Sirius? Non, mais c'est pour AVC et ainsi de suite. Ça serait un peu soit la Croix-Rouge ou encore la Fondation de maladies du cœur, là, ou la CNESST? Je pense que c'est celle-là, ouais. Ben, vous pourrez montrer c'est quoi. Pour ça, comme pour tout autre cours que vous auriez suivi,
Joël le mentionnait tantôt, peut-être vous avez suivi des cours d'informatique, vous avez peut-être suivi des cours de ressources humaines, vous avez peut-être étudié par le passé, puis vous avez eu d'autres cours, dont par exemple des cours de premiers soins. Dès que vous avez un cours, vous avez suivi des cours, puis vous voyez un cours à la grille horaire, puis vous dites, il me semble, j'ai déjà fait ça, bien, il y a moyen de faire une demande d'équivalence. C'est pas dit que ça va être accepté, cependant. C'est pas moi qui choisis, qui décide des équivalences, je m'en réfère toujours aux enseignants. Et les enseignants et les enseignantes doivent s'assurer que la formation que vous avez suivie est en tout point équivalente à celle que vous allez suivre dans notre programme. On ne peut pas faire d'équivalence partielle, malheureusement. Donc, Comme si votre... exemple, comme exemple, Oui. j'ai vu que vous avez service à la clientèle. Moi, j'ai mon DEP en vente conseil. Il pourrait être reconnu en équivalence. Ça pourrait. Je garde bien le conditionnel parce que ce n'est pas garanti. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, le processus qu'il faut faire, c'est une fois que vous êtes inscrite au programme, ben, puis là, on a des communications, je dirais, courriel. On a un courriel interne au Cégep là, qui s'appelle MIO, dans lequel on peut communiquer par écrit. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir les plans de cours ou les plans de formation que vous avez suivis. Donc, que ce soit une formation privée, que ce soit une formation de niveau collégial, universitaire, au niveau professionnel, de DEP comme tel, ça me prend vos plans de cours. Donc, parfois, ça veut dire peut-être une recherche auprès des institutions auprès desquelles vous avez suivi ces cours-là pour obtenir vos plans de cours. Vous me transmettez vos plans de cours. Des fois, ça en prend plus d'un. Si, supposons, moi, j'ai déjà vu des gens, par exemple, qui avaient suivi différents cours d'informatique et qui m'ont présenté leur plan de cours. Et le total des 3 plans de cours était concluant pour l'enseignant du cours qui a dit qu'effectivement, avec tout ce que vous aviez vu, vous pouviez être dispensé du cours. Souvent, les enseignants, lorsqu'ils ont des questionnements et tout, ça se peut qu'ils communiquent avec vous pour vous poser des questions sur le cours que vous avez suivi pour voir si vraiment c'est l'équivalent. Donc, ici, si l'enseignant me confirme que c'est l'équivalent, ben à ce moment-là, moi, je procède au niveau administratif pour que tel ou tel cours soit justement reconnu de façon complète, que vous n'ayez pas à le suivre. À ce moment-là, il y a un code EQ ou SU, dépendamment si c'est un cours collégial ou non, qui apparaît à votre dossier. Vous êtes réputé avoir réussi le cours. Dans le cadre de votre question, plus précisément pour le cours de premiers soins, il faut faire attention parce que le cours dans lequel se situe la formation premiers soins ratisse plus large. Il y a également toute la portion gestion de crise. Donc, nous, on ne pourrait pas vous reconnaître uniquement la portion premiers soins. Il faudrait qu'on vous reconnaisse et la portion premiers soins et la portion gestion de crise aussi. Quand je disais tantôt qu'il n'y a pas d'équivalence partielle, ça peut créer cette situation-là. Et aussi, bien, naturellement, pour le premier soin, dépendamment de la formation que vous avez suivie, c'est sûr que les enseignantes ou les enseignants vont s'y pencher pour voir si c'est la même chose. C'est pour ça que je posais quelques questions parce que je sais par pratique des dernières années que si vous avez la formation de secouriste de niveau A, B ou C de la Fondation des maladies du cœur, ce n'est pas suffisant pour qu'on vous reconnaisse notre formation parce que notre formation va plus loin justement à cause qu'elle traite des cas de régions isolées à ce moment-là. Mais comme je dis à tout le monde, rien ne coûte, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, vous avez des formations par le passé, vous pensez qu'il y a des zones qui peuvent se recouper. Et naturellement, il faut aussi penser que ben, vous voyez d'un bon œil le fait de ne pas faire le cours que vous souhaitez vous faire reconnaître à ce moment-là, parce que souvent, je le mentionne aux gens, nous, c'est sûr qu'on veut encourager les gens à suivre les cours parce que ben, si vous avez fait un cours de ressources humaines par le passé, ben, sans doute qu'il n'était pas axé sur le contexte événementiel. Donc, nous, tous nos cours sont axés sur le contexte événementiel. Ceci dit, on n'en tient pas rigueur. Là. Si vous avez fait un cours de ressources humaines, puis que tous les points de ressources humaines qu'on voit dans notre programme, vous les avez déjà vus et vous avez réussi le cours, naturellement, par le passé, on va vous le reconnaître. Mais on va toujours avoir également ce questionnement-là pour vous dire, ben, moi, en tout cas, en tant qu'aide pédagogique, je veux m'assurer que vous aviez vraiment une décision éclairée sur le fait de ne pas suivre un cours, parce que chaque cours que vous suivez, vous pourriez aller en retirer quelque chose. Ceci dit, parfois, ben, quand c'est pour alléger l'horaire, des fois, ça peut faire une grosse différence. Donc, on comprend très bien ces demandes-là, puis on leur donne un suivi rapide. D'habitude, dans l'espace d'une semaine et demie, on sait si vous pouvez avoir la reconnaissance du cours ou non. Si c'est non, malheureusement, ben, à ce moment-là, il faut poursuivre justement le cours pour le faire. Ceci dit, deux choses importantes à mentionner là-dessus. Donc, quand vous faites une demande d'équivalence du cours, pendant que votre demande est traitée, continuez à aller au cours. C'est un conseil parce que si c'est refusé, vous allez avoir manqué peut-être 2 ou 3 séances du cours. Et ça va vouloir dire du rattrapage pour vous. Deuxième des choses, lorsque vous faites une demande d'équivalence,
Nous, on va y aller rapidement pour que vous le sachiez le plus rapidement possible si vous avez à suivre ce cours-là ou non. Mais j'ai perdu mon idée, honnêtement. Je voulais m'en aller à quelque part, puis je ne sais plus où je vais aller. Fait que si je la retrouve, je vais vous revenir. Il y avait deux choses à dire là-dessus, puis je ne me souviens plus de la deuxième. La première, c'est de continuer à votre cours, puis la deuxième, elle va me revenir. C'est un autre conseil tiré de mon expérience auprès d'autres étudiants. Joël, toi, tu n'as pas idée pendant tout, je m'en allais avec ça. Hein? Je ne sais jamais où tu t'en vas. Alors, je vais m'en aller à la diapositive suivante. Peut-être qu'elle va me revenir. Donc, pour faire référence à la question que vous avez posée tantôt, Farah, donc voici un peu le processus pour déposer une demande d'admission. Donc, c'est sur le site du SRAM. Le SRAM, c'est un acronyme pour le Service régional des admissions de Montréal. Ceux qui ont habité Québec et qui ont fait des études à Québec ont connu le SRAC. Donc, la même chose, mais à Québec. Donc, vous allez sur le site du SRAM, vous avez l'adresse qui est mentionnée ici. Comme je vous dis, allez-y pas tout de suite. Notre programme n'y est pas encore présent. Il va être présent à partir de demain, à partir du 24 mai. Donc, officiellement, tantôt ce soir à minuit et 1, il va être officiellement sur le site. Donc, quand vous allez sur le site du SRAM, vous allez voir, comme plusieurs des sites d'opération, on va vous demander de créer un compte si vous n'avez pas déjà un. Donc, vous donnez certaines informations personnelles pour créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte, vous ouvrez une session, vous faites une demande d'admission. Vous allez vous diriger vers des demandes d'admission pour formation continue. Et ça, peu importe qui vous êtes ce soir, c'est formation continue. Peut-être que vous avez étudié à l'extérieur du pays, que vous avez des études hors Québec. Vous allez voir le choix étudiants internationaux. Ce n'est pas le cas. Vous, pour ce programme-là, vous devez aller cliquer sur l'onglet formation continue. Et une fois que vous êtes sur la formation continue, vous allez devoir aller identifier le Cégep de Saint-Jérôme. Et dans les programmes offerts par le Cégep de Saint-Jérôme, vous allez rencontrer l'AEC en coordination d'événements. Vous allez là-dessus et là, ça va vous demander de remplir un formulaire justement complet de demande d'admission et de joindre les documents qu'on vous demande pour justement, donc que ce soit diplôme d'études secondaires 5, que ce soit l'attestation d'études d'équivalence de niveau secondaire, l'attestation du TENS, que ce soit vos diplômes hors Québec, votre facteur d'équivalence qui aurait été donné par le ministère de l'Immigration ou Service Québec, ou c'est-à-dire le SRAM plutôt. Tout ça est tout document, dans le fond. Moi, je dis toujours aux gens, si vous posez une question, est-ce que je dois fournir ce document-là ou non, fournissez-le. Maintenant que ce ne sont plus des papiers, que c'est du format numérique, ça ne vous oblige pas à faire de photocopies, vous avez juste à scanner vos documents. On ne gaspille pas d'arbres. Puis moi, ça me donne l'ensemble des documents dont je peux avoir besoin. La bonne nouvelle, c'est que c'est un humain, moi en l'occurrence, qui va traiter vos demandes d'admission. Donc, ce n'est pas traité de façon mécanique. Donc, moi, naturellement, j'ai mon point de repère, mais lorsque je rencontre une candidature qui ne répond pas aux critères, si c'est limite un peu, borderline, si vous me passez l'expression, je vais communiquer avec vous pour en parler, pour voir s'il n'y a pas lieu de faire une admission conditionnelle, donc une admission déjà pour vous réserver votre place dans la cohorte, mais pour laquelle vous auriez d'autres conditions à rencontrer pour aller chercher, par exemple, si c'est votre cas, des crédits de secondaire 5 en français, par exemple, des choses comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est effectivement que ce n'est pas noir ou blanc. Donc, lorsqu'il y a une zone grise, je prends la peine de vous appeler pour voir s'il y a possibilité de le faire. Parfois, ça peut être utile de fournir un CV, par exemple, aussi, pour nous donner une perspective. Est-ce qu'on peut faire une demande d'admission? S'il reste de la place dans la cohorte, on peut faire des demandes, des admissions sur la base expérientielle. Vous n'avez pas de diplôme secondaire 5, vous n'avez pas les équivalences qu'on mentionnait tantôt, mais vous avez travaillé dans le domaine événementiel, vous avez œuvré rapidement dans ce domaine-là dans votre famille ou quoi que ce soit, ou toute autre situation. À ce moment-là, un CV peut être intéressant. Et quand je dis un CV pour une admission sur une base expérientielle, ce n'est pas un CV d'embauche. Je n'ai pas besoin de savoir si vous avez travaillé au McDo plus jeune dans votre jeunesse ou fait d'autres emplois hors événementiel. Moi, ça me prend plutôt un CV d'événementiel. Donc, quels ont été vos projets, vos fonctions? Donc, quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais qui a une forte expérience. Quand on dit forte expérience, c'est minimalement 3 ans, idéalement 5 ans et plus de travail actif dans le domaine événementiel. Ça pourrait être jouable. Ce n'est pas les demandes prioritaires, mais on peut le faire. Donc, à ce moment-là, je vous encourage. Le doute. Naturellement, ça coûte 30 $ pour déposer une demande d'admission. Donc, vous pouvez quand même communiquer avec moi au préalable si vous n'êtes pas sûr. C'est sûr que moi, sans voir votre demande d'admission, je ne pourrai jamais vous donner une réponse garantie. Je ne pourrai pas vous garantir, oui, faites votre demande, je vais vous approuver, je vais vous admettre. Mais je peux quand même vous donner l'heure juste à savoir si vous avez
tous les documents nécessaires. Un peu comme j'ai fait ce soir avec Vanessa. Je ne peux pas promettre à Vanessa que vous allez être admise, mais si vous me présentez l'attestation d'équivalence de niveau secondaire, la preuve que vous avez reçu votre TENS, ben, c'est un document qui est recevable et qui me permet d'admettre. Donc, vous comprenez un peu comment je peux vous aider à choisir si ça vaut la peine d'investir le 30 dans la demande ou non pour nous faire parvenir votre demande d'admission. Naturellement, le 30 va être à payer sur le site. Donc, tant que vous n'avez pas payé le 30 je ne reçois pas votre demande d'admission. Donc, c'est un passage obligé pour justement que je reçoive votre demande. Et vous voyez les dates. Donc, à partir de demain, c'est le début de la période de recrutement. La première période de recrutement qui va se situer jusqu'au 16 juin. Donc, si vous voulez être dans le premier tour, vous avez jusqu'au 16 juin pour faire une demande d'admission. C'est là que je fais ma première analyse des dossiers. Et pour le 29 juin, vous allez recevoir, ce n'est pas moi personnellement, c'est donc par mes collègues au niveau administratif du Cégep, qu'une fois que j'émets mon verdict, vont vous envoyer par courriel à ce moment-là le résultat. Donc, à souhaiter justement une confirmation de votre admission au programme. Ceci dit, si vous vous réveillez le 16, 17, 18, 19 juin, il n'est pas trop tard. On admet des admissions qu'on appelle tardives jusqu'à pratiquement quelques jours avant le début des cours. Tant qu'il y a de la place dans notre cohorte, on peut procéder à des admissions. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Et le tout débute le 28 août, donc à la fin du mois d'août, la semaine avant le long week-end de la fête du travail. Donc, une première semaine d'école, un premier long congé pour se récompenser, long week-end pour se récompenser. Et après ça, on reprend le collier jusqu'à l'Action de grâce pour le prochain congé férié. Est-ce qu'il y a des questions sur le processus d'admission? Je vois que Lydia, la main levée. Est-ce que c'est votre main de tantôt? Vous avez une autre question? C'était la main de tantôt, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur les conditions d'admission ou les coûts? On a parlé des coûts avant, là, donc peut-être vous aviez des questions là-dessus. J'ai une question, mais pas sur les coûts. Allez-y, toute question est bonne. Si on est, mettons, 5 dans le cours, est-ce que le cours a quand même lieu? Non, ça nous prend quand même un nombre minimal. Comme je le disais tantôt, le financement vient par tête d'étudiants. Je n'ai pas le chiffre magique. Je vous dirais qu'habituellement, ça se situe autour de 16, 17, 18 étudiants à peu près. Regardez, cette année, on a fait une cohorte avec 14 étudiants. On est 12 pour terminer. C'est un bon point, ça. Ce n'est pas nécessairement tous les étudiants qui terminent le programme. Hein. Il y a des gens, malheureusement, qui ne peuvent pas poursuivre. Donc, mais je vous dirais que pour la cohorte, on vise quand même une vingtaine d'étudiants. Si on a 20 étudiants et plus, on va être très heureux. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, lorsqu'on envoie les confirmations d'admission à la fin du mois de juin, comme vous avez vu tantôt, si on n'a pas atteint notre nombre minimal d'étudiants pour confirmer la cohorte, c'est mentionné dans votre lettre d'admission, comme quoi vous êtes admis, mais qu'on met un bémol parce que pour l'instant, on n'a pas atteint le chiffre magique qu'on se doit d'atteindre pour que le programme soit viable pour nous. Parfait. Et qu'on puisse à ce moment-là débuter les cours. Donc, très bonne question, effectivement. Et naturellement, lorsqu'on atteint ce chiffre-là, on s'empresse d'écrire aux gens qu'on a admis pour leur donner la bonne nouvelle. Pourquoi? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le programme débute bel et bien le 28 août prochain. On a bon espoir. On a eu des bonnes idées. Joël a apporté des bonnes idées de promotion. Donc, on va voir comme tel. Déjà, d'avoir une dizaine de personnes ce soir, c'est ce qui était attendu. Donc, je suis des fois, la question a été posée au début. Si on était juste 3, 4 aujourd'hui, on aurait fait la soirée d'information, tout à fait. Mais là, d'avoir déjà une dizaine de personnes, moi, ça m'encourage comme quoi j'ai bon espoir qu'on atteigne le nombre minimum d'étudiants pour lancer notre cohorte au mois d'août. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je cherche ce que je voulais dire? Oui, Vanessa, allez-y. Et par la suite, Lydia. Oh, quelques-unes. Allez-y, Vanessa. Oui, j'aimerais ça savoir, dans le fond, parce que là, vous dites que c'est subventionné. Est-ce qu'on n'a pas de pré-bourse à demander dans ce cas-là? Ah oui, dans le fond, tous les programmes des cégeps sont subventionnés. Donc, le mot subventionné est peut-être pas le mieux choisi, mais dans le fond, tout étudiant qui va à l'école au Québec avant l'université est subventionné parce que c'est pas privé. Notre système éducatif est public. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est subventionné. Donc, c'est plutôt que, parce que si ça vous coûtait le prix réel de ce que nous coûtent des salaires comme ceux de Joël, par exemple, et d'autres enseignants, comme je disais tantôt, ça serait plusieurs milliers de dollars. Vous n'avez un exemple, par exemple, peut-être Joël, tu as un exemple plus précis, mais il y a des cours, tu sais, j'ai parlé d'Institut Trébas tantôt, comme il y a des cours de gréage de scène, par exemple, qui sont un peu affiliés, puis ce sont des instituts privés qui les donnent, puis vous allez C'est 14 000.
Bon, c'est ça. Donc, vous voyez, donc c'est fort probablement pour un cours de 10 mois à temps plein, la facture réelle est probablement dans ces zones-là, là, entre 10 et 15 000 par étudiant. Mais, comme je disais tantôt, on a la chance de faire des rapports d'impôts à chaque année à 2 gouvernements en plus. Donc, la quantité d'impôts qu'on paye, ça permet d'avoir des services publics comme en éducation. Donc, moi, j'aime bien le répéter parce que je trouve que c'est une richesse qu'on a au Québec d'avoir un système éducatif qui permet justement à des gens pour des coûts, je dirais, raisonnables, dans ce cas-ci, 980 000 d'avoir une formation de cette qualité-là. Donc, ceci dit, ça veut dire que comme vous êtes une étudiante, quand vous êtes admis à une AEC, vous devenez une étudiante collégiale à part entière ou un étudiant collégial à part entière, ce qui fait en sorte que vous êtes tout à fait admissible aux prêts et bourses. Vous êtes à temps plein, donc vous pouvez très bien faire une demande. Si c'est votre souhait, moi, je vous communique, je vous réfère, c'est-à-dire à ma collègue qui est au service de la vie étudiante et qui, effectivement, peut vous guider dans les démarches pour obtenir à ce moment-là pouvoir des prêts et bourses. De la même façon aussi que vous pouvez avoir du financement par Service Québec. Le ministère de l'Emploi, souvent, peut aider des gens à se améliorer justement leur employabilité, je dirais, leur carrière, leur sort sur le marché du travail. Donc, si jamais, parce que des prêts et bourses, bien, surtout les prêts, il faut les rembourser. Donc, tandis que ça peut vous donner un peu plus de sous, mais il va falloir le rembourser après. Tandis que Service Québec, eux, ce qu'ils offrent, dépendamment du programme dans lequel vous pourriez cadrer selon les agents et les agentes de Service Québec, bien, ce sont tous les coûts que j'ai mentionnés tantôt qui sont déboursés. Donc, le 980 toutes les factures de livres, d'achat d'équipements que vous allez avoir, vos sorties, tout ça, vous gardez vos factures et Service Québec vous rembourse. Les frais de scolarité aussi. Parfois même, selon le programme pour lequel vous pourriez être éligible, vous allez même recevoir une allocation, je dirais, hebdomadaire, un peu de type assurance-emploi pour vous permettre de payer les autres factures, naturellement, le temps que vous êtes aux études. Donc, si justement vous avez une précarité par rapport au marché de l'emploi, vous avez de la diplomation plus de niveau secondaire, vous n'avez pas de diplomation collégiale, par exemple, ça vaudrait la peine d'aller cogner à la porte du bureau de Service Québec le plus proche de chez vous pour parler à un agent ou une agente, parler de votre projet d'études en événementiel, parler de notre programme. Notre programme est connu des agents de Service Québec. S'ils ne le connaissent pas suffisamment, vous donnerez mes coordonnées. Ça me fait toujours plaisir de leur parler de notre programme parce que notre taux de placement est très bon. Notre taux de placement, il dépasse les 80 il approche même 90 parce qu'à la dernière étude qu'on a faite, on avait 77 de nos étudiants qui se plaçaient en événementiel suite au programme d'études et on avait 12 qui poursuivaient leurs études en événementiel. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui, après l'AEC, soit vont bifurquer et aller compléter le DEC en loisirs ou vont carrément à l'université pour aller chercher justement de la formation en gestion, en management, pour augmenter justement les cartes dans leur jeu, dans leur manche, pour avoir une place justement dans le domaine de l'événementiel. Donc, 77 plus 12, ça fait 89. Fait qu'il y a à peu près, il y a un étudiant sur 10 qui ne travaille pas dans l'événementiel. Donc, c'est quand même une minorité. Donc, ça, c'est des bons signes pour les agents et les agentes d'Emploi Québec, ou de Service Québec plutôt. Emploi Québec, c'est comme ça qu'on les appelait avant. Donc, encore là, le jeu en vaut la chandelle. Ça ne coûte rien d'aller rencontrer votre agent, puis ça peut peut-être vous donner un financement qui pourrait vous aider dans votre parcours. J'ai 3 mains levées en ligne, donc je débute avec la première main levée. Lydia, la parole est à vous. Salut. J'ai une question assez simple. Avez-vous des services pour les personnes handicapées? On en a. Vous parlez d'handicap physique ou de défis d'apprentissage? Je suis déficiente autiste. Ça, à ce moment-là, nous, on a un service à la vie étudiante qu'on appelle le SAID. C'est un acronyme pour le Service d'aide à l'intégration des étudiants. Donc, dépendamment justement du diagnostic, il y a effectivement de l'aide qui peut vous être octroyée et ça peut prendre différentes formes à ce moment-là. Est-ce que ce sont certains logiciels d'aide à la lecture, par exemple? Et là, puis je ne vous demanderai pas non plus de préciser nécessairement vos besoins comme ça de façon publique parce que c'est des informations qui sont confidentielles. Donc, même moi, comme conseiller pédagogique et même Joël comme enseignant, ce n'est pas des informations qu'on a. Donc, ce sont plutôt les psychoéducatrices, les intervenantes sociales du Cégep qui vous rencontrent et qui, à ce moment-là, bien, peuvent, selon justement les défis que vous avez à relever, bien, fournir, nous dicter à nous quelles sont les mesures d'aide auxquelles vous
pouvez avoir besoin. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est, par exemple, d'avoir besoin de plus de temps pour faire un examen, d'avoir justement, de faire un examen dans une salle seule plutôt que d'être en grand groupe? Donc, dépendamment de vos défis, il y a effectivement une panoplie de mesures d'aide qui peuvent être mises à votre disposition. Donc, ce qui est important, je vous dirais, c'est de le mentionner dans votre demande d'admission, de façon à ce que moi, rapidement, avec l'admission, je puisse tout de suite faire le lien pour s'assurer que tout roule rondement et que souvent qu'il y ait une préparation de fait avant le début des cours. Donc, par exemple, lorsque le personnel du cégep revient au travail, la plupart du temps, c'est entre le 5 et le 15 août, bien, qu'on a déjà quelques semaines devant nous, justement, pour pouvoir préparer le terrain et voir justement quelles sont les mesures d'aide dont vous pourriez bénéficier et si naturellement elles vous conviennent pour poursuivre vos études. D'accord. J'avais comme deuxième main levée Caroline. La parole est à vous. Oui, vous allez devoir ouvrir votre micro. Voilà. Ah, non, on ne vous entend pas. Essayez de nouveau. Moi, je vois que votre micro est ouvert, mais malheureusement, on ne vous entend pas. Ah, peut-être là? Allez-y donc. Non, malheureusement. Si vous voulez, Caroline, je vais simplement passer à la question de Farah, mais je vais revenir à vous tout de suite après. Farah, la parole est à vous. Quelle est votre question? Oui, ma question, c'est, j'ai pas trop saisi c'était quoi le salaire, en fait. Quand, Ah, euh, niveau oui, salarial, très bonne question, tout à fait. Je ne suis pas convaincu que tu l'as mentionné, Joël, dans les perspectives professionnelles, mais à quoi peut-on s'attendre comme salaire dans le domaine événementiel? Ah, c'est une super bonne question. Euh, Voulez-vous savoir mon salaire actuellement? Non, ça ne vous intéresse pas? OK. Salaire d'entrée. Ah, ben en fait, actuellement, vous avez quand même la chance d'arriver dans un moment au niveau du travail où il y a une pénurie de main-d'œuvre incroyable, ce qui fait que les salaires ont bondi de manière fulgurante dans les 3 ou 4 dernières années. Donc, dépendamment du milieu dans lequel vous allez travailler, donc si vous êtes dans le corporatif privé, les salaires sont plus substantiels que dans le domaine communautaire. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine scolaire également, qui sont très, très bien payés. On parle de 60-70 000 par année. Dans le domaine corporatif, c'est très différent. Il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 par année, mais je pense qu'il faut être logique. Donc, au début de votre carrière, première des choses, vous allez probablement beaucoup fonctionner par contrat. Donc, souvent, la première ou la deuxième année, c'est de faire son nom dans le domaine événementiel, c'est de se faire connaître. Donc, les salaires sont moindres, mais l'échelle salariale, le salaire monte quand même de manière assez rapide là, dans les 5-6 premières années de votre vie en événementiel. Votre salaire risque de doubler. Là, fait que, mais ça dépend du milieu dans lequel vous allez travailler. Ça dépend de vos compétences avant de faire le diplôme en AEC aussi. Fait que, il y a beaucoup de choses qui jouent là, en lien avec le salaire, mais ça va en fonction de l'expérience, ça va en fonction du domaine dans lequel vous allez travailler, puis ça va en fonction aussi de la quantité de défis que vous êtes capable de gérer en même temps. Donc, Pour enchérir un peu sur ce que tu dis, Joël, de façon globale, une formation de niveau collégial vous prépare à une profession de niveau technique. Donc, pas de niveau gestionnaire, mais de niveau technique, pas de niveau de direction. Si on s'était parlé avant la pandémie, au tout début de la pandémie, avant que la pénurie de main-d'œuvre frappe fort et que l'inflation nous frappe aussi, la braquette salariale très large pour des salaires de niveau technique se situait entre, je dirais, 17 et 25 de l'heure. Bien entendu, depuis ce temps-là, il y a eu de l'inflation. Le salaire minimum est rendu à 15,25 $. Donc là, maintenant, même si je n'ai pas les dernières données statistiques là, au niveau Québec, on peut s'attendre à ce que la braquette salariale pour un poste niveau technique est plus dans une braquette de 20 à 30 de l'heure. Ceci dit, comme disait Joël, ça dépend du milieu, ça dépend de votre bagage à vous. Est-ce que comme scolarité, vous avez secondaire 5 et l'AEC ou est-ce que vous pouvez faire valoir d'autres formations que vous avez eues de niveau collégial, universitaire ou privé?
Et naturellement, ben, comme disait Joël, ben, dépendamment du type d'employeur, c'est sûr que si vous êtes, par exemple, dans le communautaire, bon, ben, c'est sûr que les salaires risquent d'être moins élevés parce que les organismes communautaires fonctionnent à force de subventions et de dons, tandis que si vous êtes dans le corporatif, Joël a mentionné Spectra tantôt, on pourrait parler du Cirque du Soleil, on pourrait parler de Evenco, des grosses entreprises comme ça, ben, naturellement, vont avoir des échelles salariales intéressantes. Et naturellement, ben, le fait dans les premières années de faire votre place au soleil, si votre nom circule en bien, on va vous vouloir, donc on va monnayer vos services et vous-même, vous allez pouvoir monnayer vos services pour choisir les contrats que vous voulez ou vous trouver un poste plus régulier auprès d'une entreprise qui va vouloir vous garder et qui, à ce moment-là, ben, va devoir faire les efforts nécessaires au niveau salarial pour vous garder. Comme disait Joël, on est pas mal dans une période où là, ben, c'est des employés qui ont plus le gros bout du bâton parce que d'emploi, l'offre d'emploi dépasse la demande. Je mélange tout ça, là. Bref, il y a Il y a moins de travailleurs que de c'est ça. jobs offerts, là, hein. On est déjà à 150 000 postes non pourvus au Québec et les statisticiens nous annoncent que ça va augmenter parce que le nombre, les besoins du marché de l'emploi augmentent plus vite que l'arrivée des travailleurs et des travailleuses sur le marché. Donc, on va retenter le coup auprès de Caroline, voir si votre son fonctionne. Malheureusement pas. Je sais pas, peut-être, je vois Regardez votre le image, volume de ton Caroline. ordinateur, ouais. Il y a le volume, ou sinon, on s'entendait bien au début, mais vous n'aviez pas votre casque d'écoute au début quand on s'entendait bien. Fait que peut-être qu'en retirant votre casque d'écoute, on va vous entendre. Moi, des fois, ça marche. Malheureusement, non. C'est bien dommage. Elle peut utiliser le chat à la limite. C'est ce que j'allais proposer. Si vous le souhaitez, Caroline, vous avez en haut l'onglet Conversation. Vous pourriez aller sur la fonction Conversation et nous écrire votre question. Ce qui va me permettre, pendant que vous écrivez votre question, je vais l'afficher moi aussi, comme ça je vais pouvoir voir votre question live quand elle va arriver, d'en rajouter un peu la question qui a été posée justement au niveau des mesures d'aide. Il y a des mesures, j'ai répondu au fait des mesures d'aide qu'il y avait pour justement des gens qui avaient des situations particulières, tant au niveau des petits apprentissages que justement d'handicap physique ou autre. Il y a des mesures d'aide qui existent pour tout le monde, dans le fond, qui arrive, qui est en difficulté, mais qui sont basées sur le petit dicton que j'ai mentionné tantôt, c'est-à-dire aide-toi, le cégep t'aidera. On parle de tutorat. Donc, des enseignants comme Joël peuvent donner du temps supplémentaire à certains étudiants, voire au groupe étudiant au complet, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une portion de la matière qui est moins saisie, qui demande encore une certaine attention. Donc, vous, quand vous sentez que vous avez de la difficulté avec la matière, n'hésitez pas à aller voir votre prof. Et si le besoin est plus que d'en discuter quelques minutes pendant la pause ou un échange courriel en soirée, bien là, à ce moment-là, il y a lieu de pouvoir justement faire du tutorat. Mais naturellement, avant d'accorder du tutorat à une ou quelques personnes dans le groupe, il y a une chose qu'on va analyser, c'est le taux d'absentéisme. Donc, les présences en classe ne sont pas prises parce que si vous êtes absent, vous allez être pénalisé au niveau de votre note. Ça n'existe pas au niveau collégial. Il n'y a aucune pénalité sur votre note si vous manquez des cours. Mais si vous manquez des cours de façon récurrente et qu'après ça, vous venez nous demander du tutorat pour rattraper de la matière perdue, à moins que vos absences aient été justifiées naturellement pour des raisons hors de votre contrôle, là, à ce moment-là, on peut trouver un terrain d'entente. Mais si c'est par manque d'assiduité ou si c'est par trop d'heures de travail, ça, malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant avec du tutorat. Et là, je le souligne parce que vous avez bien compris, si vous devez manquer des cours pour des heures de travail, ce n'est pas une justification pour avoir du tutorat ou pour pouvoir vous faire reciduler un examen à un autre moment donné. Ça, malheureusement, il faut prioriser les études sur le travail, d'où mon discours du début, c'est-à-dire que si vous avez un emploi à faire, il est bon qu'on s'en parle pour s'assurer que vous trouvez un juste milieu. Donc, questions qui ont été posées. Donc, si je regarde la question de Caroline, est-ce qu'il faut être bilingue? Ce n'est pas une obligation d'être bilingue pour assister au programme. Notre programme est complètement en français. Ceci dit, dans le monde de l'événementiel, Joël parlait du Grand Montréal métropolitain. Ça peut être un atout. Je ne sais pas si tu étais... Ah, tu étais en train de répondre, Joël. Parfait. On a M. Bodjuk qui nous disait qu'il a dû nous quitter. Parfait. Et j'ai également la question de Lydia. Mon type d'événement qui m'intéresse est les conventions comme Otakoton. Je ne sais pas si tu connais ça, Joël. Ouais.
Ben, effectivement, je pense que les conventions de ce type-là, ben, tout à fait, les grands événements corporatifs, les conventions professionnelles et tout, Palais des Congrès, Centre des sciences à Montréal, je connais sans doute d'autres endroits. Joël, je te laisse rebondir sur ce type d'événement-là. Oui, ben en fait, ce dont elle parle, c'est en fait un événement un peu comme je cherche le nom dans ma tête, mais en fait, en lien avec les personnages, en lien avec tout ce qui vient des mangas, des choses comme ça. Là. Fait qu'effectivement, à Montréal, il y en a plusieurs à chaque année, entre autres au Palais des Congrès qui se déroulent donc à Place des Jardins aussi. Là. Fait qu'effectivement, c'est pas le genre d'événement dans lequel on est allé dans les dernières années, mais je sais qu'il y a comme une montée de popularité par rapport à ces événements-là. Donc, Surtout les animés japonais, plus que le Comic-Con. Moi, ouais, je suis exact. alternative en OK. plus. Moi, Exact, je suis exact, alternative, effectivement. alors que j'aimerais un jour créer ma propre convention alternative. Il n'y a aucune limite à ce que l'on souhaite faire, il suffit d'y mettre le temps. Voilà. Tout à fait, Yes. tout à fait. Mais oui, c'est des super. Moi, je suis allé plus dans les Comic-Con dans les dernières années. Là. Ça fait comme 3 ans qu'il n'y en a pas. Là. Cette année, ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu. Mais je suis allé à Montréal, puis il y a plusieurs milliers de personnes. Désolée, mais il l'avait l'année passée. Bon, ben, tu vois, je ne savais même pas. Je Fait que voilà, fait que non, effectivement, c'est des événements qui sont très populaires, définitivement. On arrive au terme de des informations qu'on a partagées. Je t'ai mentionné 1h30, on arrive à 1h45 comme tel. Naturellement, on est encore disponible pour répondre aux questions. Ceci dit, l'ensemble de l'information qu'on avait à vous partager, on le fait de façon à ce que vous puissiez savoir à quoi vous en tenir avec notre programme, à quoi ça mène, les réalités du marché du travail. Merci pour les gens qui ont posé la question au niveau du salaire à la fin. Ça nous a permis d'en renchérir un peu là-dessus. C'est pour ça que vos questions sont importantes, parce que des fois, s'il y a des choses, donc si vous en avez encore en tête, là, les questions, c'est le bon moment comme tel pour la poser. Donc, n'hésitez pas à relever la main. J'ai toujours la main de Farah qui est levée, mais je pense que c'est la même main que tantôt. À moins que vous ayez une autre question, Farah? Ah non, désolé, c'est la main, j'ai oublié de le Aucun, dire. aucun problème, aucun problème. Moi, ce que je vais faire dans la conversation, je vais vous inscrire mon adresse courriel. Comme ça, si vous avez des questions qui viennent en tête dans les prochains jours, vous avez des choses que vous vouliez voir de façon plus individuelle, ben, n'hésitez pas à m'écrire pour justement pouvoir en parler. Je vois que Vanessa lève la main. Oui, ben moi j'ai comme 2, 3 questions, là, mais j'aimerais, tu sais, là, vu qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont des questions, là, j'attendais un peu en dernier. Ça serait, tu sais, pour justement les perspectives d'emploi, là, tu sais, moi, tu sais, moi, on me dit que, tu sais, comme pour la ville ou ces choses-là, souvent, ils demandent tu sais, le vrai secondaire 5, même si on aurait un AEC. Mettons, est-ce que c'est vrai ou, tu sais, on peut-tu travailler pour la ville, là, avec ça, là, tu sais, comme... Ou dans les instituts scolaires, c'est ça, je pense, que j'avais entendu. C'est sûr Ben, que... tu me permets de répondre? Je vais Ben oui, répondre. vas-y, Joël, vas-y. Oui, effectivement, définitivement. Tu vois, on a actuellement une étudiante qui fait son stage à la ville de Blainville et qui vient donc qui risque de travailler pour la ville de Blainville cet été aussi. Donc, avec son AEC, elle a été engagée à la ville. Donc, effectivement, c'est comme je disais tantôt, c'est un programme qui est de plus en plus reconnu, qui est de plus en plus connu également par les différents domaines de travail. Donc, et les villes en font partie. Même chose par rapport au niveau du domaine scolaire. Donc, effectivement, tu pourrais appliquer sur un poste dans une école secondaire avec ton AEC, définitivement, absolument. OK, parfait. Peut-être en rajouter un petit peu, cependant, Joël, d'expérience, le niveau municipal a un historique d'être plus ouvert à reconnaître les AEC au même titre pour un poste qui exigerait un DEC, par exemple. Au niveau académique, c'est vrai que ce n'est pas un frein, mais ça peut diminuer le nombre de postes auxquels vous auriez accès. Comme par exemple, justement, des postes plus de gestionnaire en loisirs ou dans le réseau de la santé. Si des postes exigent le DEC en technique de gestion et d'intervention en loisirs, ben, il est fort probable que l'AEC ne soit pas suffisante. Pourrait vous permettre d'avoir un rôle autre et de travailler de concert avec les gens, mais ça se peut que dans des employeurs publics qui sont régis par des conventions collectives et que la convention collective précise quel type de diplôme ça prend. Là, dans ces cas-là, ça peut avoir besoin du DEC comme tel.
Qu'on empêche quelqu'un parce qu'il n'y a pas de secondaire 5, s'il y a une diplomation collégiale, ça serait nouveau pour moi. Parce que dans le fond, souvent, c'est le dernier diplôme que vous avez obtenu qui va faire valoir. Donc, vous avez une AEC, ça vous donne des compétences en événementiel, mais une ville vous dirait, ben non, parce que tu n'as pas ton diplôme de secondaire 5, alors que vous avez une attestation d'équivalence. Ça m'étonnerait beaucoup plus. Donc, une fois que vous avez un diplôme collégial, ça vient aider naturellement. Quand je dis diplôme collégial, l'AEC, je veux parler de l'AEC, mais il y a peut-être certains postes conventionnés là, dans les réseaux publics, je pense, éducation puis santé, où ils pourraient exiger le DEC à ce moment-là. OK. Ben, c'est bon, ça nous laisse quand même des opportunités, là. Oui, Je veux tout à dire, fait. parce qu'avant, c'était plus strict, là, la ville puis les scolaires, mais c'est ça. Vu qu'il y a comme un manque, là, ça l'aide là, beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y avait Fait d'autres que, questions? ben oui, mais Vous avez parlé de 2-3. Ouais, je on vais tente laisser quoi les avec autres Caroline? répondre. Malheureusement, on ne vous entend pas, Caroline. Ben non. Je suis désolé, je vois votre déception. Qu'est-ce que je vais essayer de faire de quoi? Baisser la main, épingler. Ben non, votre micro est actif de mon côté, donc c'est vraiment au niveau de votre ordinateur. Je pense que le son n'est pas capté. Donc, pendant que Caroline continue d'essayer, on souhaite que ça marche. Je vous redonne la parole. Vanessa, votre prochaine question, ça aurait été quoi? Oui, ben c'est ça, justement, en rapport avec ce que je disais, là, j'avais oublié ce détail-là. Tu sais, comme mettons, tu sais, comme moi, je veux dire, je viens du domaine du transport, puis tu sais, comme c'est ça, dispatch, mettons, là, tu sais, en transport, vu que j'ai l'expérience comme camionneur, tout ça, est-ce que, tu sais, parce que je voyais qu'on pouvait être adjoint logistique aussi, est-ce que, tu sais, ça dit événementiel, mais tu sais, on peut se trouver des postes qui est autre qu'événement aussi, tu sais, j'imagine. En fait, je vais répondre. En fait, je vais être assez honnête avec toi en te disant que tu pars avec un avantage sur beaucoup d'autres personnes. Parce qu'effectivement, dans les événements, il y a toujours l'aspect transport qui est en ligne de compte. Donc, effectivement, si tu as une expérience en lien avec la gestion de tout ce qui est transport, de tout ce qui est. Donc, ta connaissance en lien avec ce domaine-là est assurément un avantage que tu vas pouvoir utiliser. Je te confirme. OK. Ben, c'est pas Ouais. nécessairement vers là que je veux aller, mais c'est juste que je voulais savoir parce que ça m'ouvre des portes si jamais l'événement, tu sais, je pense, parce que moi, je veux aller dans les événements, mais tu sais, si, mettons, j'aime pas ça ou quoi que ce soit, ben, je me dis, ça va me laisser une porte dans mon ancien Ben, métier aussi, tu sais. Ben, peut-être, oui. Je pense que le commentaire de Joël était surtout de dire que le bagage d'expérience que tu as en logistique de transport serait un atout pour travailler dans l'événementiel. OK, ben, ouais. Est-ce que notre programme d'études en événementiel va être un atout pour toi pour travailler dans la logistique du transport? Il y a des compétences transversales, hein, la communication, la gestion de finances, de budget, la gestion de logistique, de ressources matérielles. Peut-être. Je me questionne à savoir si un employeur dans le domaine du transport qui voit que tu as étudié en événementiel, est-ce que pour lui, ça va être un plus? Ça dépend comment c'est présenté. Mais il y a assurément des compétences dans notre programme qui peuvent aider dans différentes sphères naturellement. Regardez les savoir-être, là, la capacité de travailler en équipe, la capacité de travailler justement à s'adapter, à s'organiser, l'autonomie. C'est toutes des choses que vous devez développer dans le monde de l'événementiel parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, juste avec les savoirs, les attitudes professionnelles qu'on développe, ça peut être aidant dans une foule d'autres domaines. Maintenant, il va falloir, si c'est ça qui arrive à un moment donné dans votre carrière, il faut être capable de le présenter, de voir ce que vous avez appris en événementiel pour qu'est-ce qui peut être applicable dans un domaine autre comme le transport, par exemple. OK. On va retenter le coup avec Caroline. Ah non, là, je suis désolé, Caroline. On ne vous entend pas. Il faut continuer par écrit. Vous avez mon adresse courriel. Naturellement, vous pourrez m'écrire puis on pourrait se faire un rendez-vous téléphonique aussi dans les jours qui suivent. Mais si vous voulez poser votre question pour avoir la réponse ce soir puis profiter de la présence de Joël, là, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. C'est peut-être fait, là. C'est peut-être moi qui n'ai pas regardé. Découragez-vous pas. Et entre-temps, est-ce que Vanessa, vous avez une autre question? Vous avez parlé de 2, 3. Il y a peut-être une troisième question? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ben, ça serait comme ben, 2 questions, pas vraiment rapport, mais tu sais, comme moi, dans le fond, tu sais, j'ai comme des gros problèmes de dos. Fait que c'est pour ça, entre autres, que je change de métier aussi.
Est-ce que, tu sais, quand vous dites qu'il faut faire du secourisme là, dans un champ, tu sais, moi, parce que c'est sûr, s'il faut que je soulève des personnes ou, tu sais, des choses comme ça, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une entente avec l'école là, pour... parce que je sais que dans le domaine de l'événement, je vais pouvoir trouver quelque chose qui convient à mes conditions physiques, mais c'est ça, c'est pendant le cours, tu sais, je me questionnais à savoir si ça va être correct ou pas. C'est ça, là, avec ces choses-là. Ben, ça, effectivement, oui, il y a moyen de s'entendre. On veut que personne ne se blesse. La première règle, d'ailleurs, d'un intervenant en premiers soins, c'est de s'assurer de ne pas être une deuxième victime. Donc, à plus forte raison, si vous avez des limitations au niveau de votre dos par des accidents de travail passés ou autres, ça serait important de le mentionner à l'enseignant ou l'enseignante dès le départ pour que, justement, les techniques qui vont vous être montrées, qui vont vous être demandées, vont être adaptées aussi à le faire. Donc, ça, on n'empêchera personne de passer le cours parce qu'il y a une limitation physique. Mais il faut quand même démontrer une bonne compréhension du processus pour être capable de donner des directives à quelqu'un d'autre qui aurait à le faire à votre place, puis que ça soit bien fait quand même. Donc, l'important, je dirais, c'est d'en parler rapidement à l'enseignant à ce moment-là pour que tout de suite, l'enseignant puisse se préparer à qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans le cours et comment il va pouvoir, je veux dire, évaluer vos compétences comme telles. Donc, s'il y a une façon autre, il va pouvoir l'établir à ce moment-là. OK. Et on a la question de Caroline qui était, je me demandais si le fait de ne pas parler anglais parfaitement réduit les chances pour trouver un emploi dans ce domaine. Joël, donc on ne parle pas de bilinguisme, mais d'un anglais fonctionnel. Est-ce que ne pas avoir d'anglais fonctionnel, c'est un How's your English, Joël? Oh, my English is pretty good. Good. That's not the Donc, question. qu'en est-il de façon plus Ben, globale? écoute, c'est sûr que l'événementiel, tu sais, on travaille avec des gens. Donc, les gens ne parlent pas tous français. Donc, avec le multiculturalisme que l'on voit maintenant, pas que seulement à Montréal, mais partout en province, c'est sûr que d'avoir une facilité à parler anglais va assurément vous aider à obtenir un poste, mais ce n'est pas un frein, parce que l'anglais, ça s'apprend. Donc, que tu sois moins bonne en anglais actuellement, c'est pas un problème. Il y a tellement, moi-même, j'ai 2 applications sur mon téléphone, puis je pratique mon anglais presque à tous les jours. Fait que c'est le meilleur moyen que je peux te donner, c'est celui-là, de déjà commencer. Mais non, effectivement, si tu travailles en région, l'anglais n'est pas un prérequis de base. Si tu vas plus dans la région de Montréal, définitivement, c'est plus une obligation, sans l'ombre d'un doute. Mais comme je dis, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est en pratiquant, c'est en travaillant avec des clientèles qui sont bilingues, qui sont anglophones, que ça va vous aider à apprendre votre anglais, mais ce n'est pas un frein, je ne crois pas. Il y a tellement de travail, il y a tellement d'emplois disponibles actuellement que vous allez assurément trouver chaussures à votre pied. J'en suis convaincu. Merci beaucoup pour votre question, Caroline. Donc, écoutez, il approche 8 heures. À moins qu'il y ait d'autres questions, moi, je vous inviterai pour les gens qui ont des questions, peut-être de m'écrire à ce moment-là à l'adresse courriel que j'ai mentionnée. Est-ce qu'il y en a qui auraient peut-être, pour conclure, une dernière question? Non. Personne d'autre? Vanessa, allez-y. C'est-vous que ça va être la dernière question de la soirée? Oui, c'est ça, j'ai beaucoup de questions, mais c'est la dernière, celle-là. Dans le fond, c'est plus, je voulais savoir, pendant le cours, tu sais, on doit sûrement apprendre à, tu sais, le leadership un peu, à faire des présentations, tu sais, de montrer des projets, parce que c'est sûr que ça, c'est l'aspect qui me fait peur un peu, je vous dirais, là, tu sais, les orales, puis tout, j'ai jamais été vraiment bonne là-dedans. Fait que, est-ce que, tu sais, comme on apprend à faire, tu sais, à apprendre plus de, tu sais, comment présenter puis tout ça, là, dans le cours, j'imagine, là? Je suis pas trop Tu y vas, claire, Joël? là, Ouais, moi, je mais, pense tu que je vais y sais, aller sur mon cours. Hein? ça me stresse beaucoup, cet aspect-là, tu sais, c'est Ben, ça, tu sais, c'est je sûr travaille que là-dessus. non, mais c'est correct. Mais tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que en événementiel, tu vas travailler avec des gens. Donc, tu vas discuter avec des gens, tu vas interagir avec différentes clientèles. Fait que c'est sûr que la prise de parole est un élément qui est important. Mais comme l'anglais, ça se travaille, ça s'apprend. Donc, il y a des moyens de faire en sorte de développer cette capacité-là, donc cette compétence-là. Puis effectivement, comme on fait beaucoup de visites, on rencontre beaucoup de gens, et puis nous, on a la chance de faire venir beaucoup de conférenciers dans nos cours aussi. Donc, tu vas parler constamment. Là. Puis comme l'événementiel, ben,
tu vois, quand tu vas rencontrer des gens, si tu t'inscris au programme, ben, les gens qui vont être dans ta classe, il y en a aussi qui ont peur de parler devant les gens. Donc, c'est quelque chose qui se gère, qui s'apprend. Puis, tu as des profs qui vont t'aider à développer cet aspect-là, assurément, mais ça va se faire durant les 10 mois. Là. Fait qu'à chaque cours, tu vas avoir la chance de. Puis, il n'y a pas beaucoup d'exposés oraux. Tu sais, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup mais, fait que c'est ça, mais je pense que tu vas Ouais. être en mesure de bien passer par rapport à ça. Là. Il y en a OK. des fois, là, je vois les référentiels, les plans cadres rentrer, puis il y a quand même certaines présentations orales. Mais ceci Oui. dit, moi, je connais des gens qui sont très gênés d'intervenir dans une rencontre virtuelle comme ce soir. Et puis, force est de constater, Vanessa, que ça peut être un problème pour vous d'intervenir, puis de poser vos questions. Donc, je pense que vous pouvez miser là-dessus, vous dire, ah, ben, quand on est face à des gens, ben oui, OK, on s'adapte, mais comme disait Joël, ben, quand on est dans un contexte qu'on a choisi, l'événementiel dans lequel on étudie, ça facilite les choses. Donc, moi, je ne serais pas inquiet. Là, je pense que ça va très bien se passer pour vous de ce côté-là. Bon, ben merci beaucoup. J'ai plus de questions. Très bien. Donc, pour les personnes, il y a des personnes naturellement qui ont quitté en cours de route. Donc, pour les personnes qui restent, ben, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de votre présence ce soir, de vos questions. Je vais être très heureux de voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, des demandes d'admission à vos noms que j'ai pu regarder, là, vos prénoms, entre autres, là, puis les noms que j'ai sur la liste. Tant mieux. Parlez-en à vos amis aussi. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont intéressés, on n'est pas contingenté, il y a de la place. Donc, on va être heureux de recueillir le plus de demandes d'admission pour s'assurer que le programme va partir au mois d'août prochain. Merci, Joël, pour ta collaboration ce soir, pour tout le partage de ton expérience, ton vécu de l'événementiel. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter. J'ai l'habitude de vous souhaiter un bon retour à la maison quand on les faisait au cégep, mais là, vous êtes déjà chez vous. Donc, ben, écoutez, bonne fin de soirée. Et Bonne puis, soirée. ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Sinon, ben, au plaisir de Moi, vous je vous rencontrer une retrouve, prochaine fois. Puis moi, Parfait, je vous retrouve en août prochain. Au mois Merci. d'août prochain. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Merci.